Alors, Michel-Édouard Leclerc, bien sûr, je fais les présentations, mais est-ce bien nécessaire? Président directeur général du groupe qui porte votre nom, Édouard Leclerc. Lise Monzoni est adhérente d'Intermarché. Vous dirigez un super et un hyper à Dole dans le Jura. Pierrick Deronne, président de Biocop. Benoît Souris, vous êtes directeur du marché Bio Carrefour. Vous représentez également la FCD, la Fédération du commerce et de la distribution, où vous êtes l'animateur de la commission bio. Emmanuel Vasnex, enfin, président de la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel. Alors, on commence par notre sondage express. Tous à vos slidos, messieurs, dames, pour répondre à la question suivante, qui va nous permettre, en fait, grâce à vos réponses, de mesurer quel est exactement l'enjeu de tout ce qu'on essaie d'expliquer et de voir aujourd'hui. Actuellement, le bio représente 5% du marché français. Selon vous, quelle sera la part du bio en 2050? On y revient. Entre 10 et 20%, entre 20 et 30%, entre 30 et 40%, ou plus de 50%, ou 50% ou plus. Donc vous pouvez répondre, vous avez un petit peu de temps, on donnera les réponses de ce mini-sondage au cours de notre discussion. Alors, le prix du bio, c'est évidemment le titre générique de ces assises. C'est un terme, je dirais, qu'il faut prendre au sens large. Il n'y a pas que le prix d'achat et le prix de vente, il y a aussi le prix des efforts à effectuer, le prix des changements que la montée du bio peut impliquer, la transparence du prix sur la base de la répartition entre les différents acteurs, et puis le prix des valeurs que le bio porte depuis le début. Alors je vous propose 4 temps dans ce débat. 1, la stratégie d'ensemble, on va voir comment vous abordez le problème. 2, on va parler des filières, des partenariats, des accompagnements. 3, les valeurs, on les garde ou on les garde pas. Et puis les prix d'achat et de vente, bien évidemment, pour conclure. On commence avec vous, Michel-Édouard Leclerc. On fait ça par ordre alphabétique. Quelle stratégie vis-à-vis de la montée en puissance du bio suivez-vous dans vos Leclerc? Le bio, c'est une manière de produire et de consommer, c'est un marché, et puis c'est une métaphore, c'est une parabole de la mutation du système. Donc tout à l'heure, dans le débat précédent, on interpellait les acteurs dans l'urgence, et on parlait de transition, et évidemment, tout distributeur ou tout écosystème est interpellé aujourd'hui pour participer de cette transition et d'amener le cochonnet un petit peu plus loin que ce à quoi on était arrivé. Donc en tant qu'acteur économique, oui, on va développer et on développe considérablement le bio. Je suis pas le meilleur représentant du bio de Leclerc, mais j'ai été, comme pour des raisons médicales, pour des raisons sanitaires, j'ai été très propagateur du bio dans le mouvement qui porte le nom de mon père. Donc c'est effectivement une ambition qui me tient à cœur. Et donc, oui, le bio dans tous ses états, le bio dans sa diversité, le bio va forcément, toute production bio va avoir d'autres choses à dire que le mot bio et va se décliner. Je me souviens d'une rencontre avec Madame Pajot. Je pense que effectivement, plus le marché va s'étendre jusqu'à 20-30% de la production, et plus des voix vont s'élever pour dire je fais du bio différent, je fais du bio plus engagé, du bio, et donc les cahiers des charges vont évoluer au fur et à mesure des précisions de la demande ou de l'intensité de la demande. Madame Pajot, présidente de la Fédération de l'agriculture bio, qu'on écoutera cet après-midi dans une autre table ronde. Pardon? Non, présidente? Ah, bon, d'accord, vice-présidente. Merci d'avoir corrigé. Alors, Lise Monzoni, je précise que vous consacrez un tiers de votre temps à la réflexion sur le bio au sein du groupe Intermarché. Tout à fait. Je peux me présenter aussi. C'est vrai que je vais me présenter d'une autre façon. En fait, je suis porteuse de grands handicaps. Je suis patron de la grande distribution dans un centre commercial qui n'est pas au centre-ville. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'exploite mes caissières, ça veut dire que j'exploite mes fournisseurs, et ça veut dire que j'ai fait désertifier mon centre-ville. Et en plus, je suis femme et je suis blonde. Vous voyez les handicaps. Et en fait, non. Moi, je suis mousquetaire, je suis chef d'entreprise, d'une entreprise familiale, et je suis la seule ici, avec mon hyper et mon supermarché, d'être au contact direct avec mes consommateurs. Et oui, d'accord, j'ai un petit peu
fait de mal au centre-ville, mais j'ai surtout évité que les consommateurs aillent sur les villes autour. Donc, c'est à ce titre de mousquetaire engagé que je vais m'exprimer aujourd'hui. Et en plus, oui, je consacre 2 jours par semaine au bio, à la bio, dans le cadre d'un tiers-temps. C'est ce qu'on fait chez Intermarché. Volontairement, c'est un volontariat, on gagne rien à le faire. On va consacrer donc du temps et je travaille depuis 2 ans sur la stratégie de la bio chez Intermarché. Donc cette stratégie, je vais commencer par l'illustrer par un fondamental, une chose que je pense profondément, c'est qu'en fait, on se doit avant tout de respecter le niveau d'engagement bio de chaque consommateur. Je vais vous parler beaucoup du consommateur, parce que c'est quand même mon métier de base. Et donc, on a plusieurs consommateurs bio. Et la première stratégie des mousquetaires, c'était par rapport à la GSS, de continuer à avoir, parce que vous savez qu'on a fait un partenariat avec les comptoirs de la bio, donc de continuer à avoir cette offre spécialiste pour les consommateurs, j'allais dire ex-militants, on ne parle plus de militantisme maintenant pour la bio, mais des consommateurs qui veulent manger particulièrement et totalement bio, ils trouvent dans ces surfaces un choix immense, des marques qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Ils trouvent du local. Ils trouvent surtout un accueil, du professionnalisme. Et quand on voit le succès des espaces de naturopathie, on n'a pas ça, nous, dans nos rayons. Donc, il faut garder, et c'est dans cet esprit-là que nous, on s'est associés au comptoir de la bio. Après, dans nos supermarchés, dans nos hypermarchés, dans nos nettos, nous aussi, on a développé les rayons de la bio et on vise deux consommateurs principalement. Donc, le néo-consommateur, celui qui arrive aujourd'hui sur le marché de la bio, qui n'y connaît pas forcément grand-chose et à qui on propose un produit de marque conventionnelle et à côté, un produit de nos marques ou de marques conventionnelles bio. Avec un prix, avec des ingrédients, et au moment de et tout ça dans tout son circuit de course, et au moment de faire le choix, eh bien, la main, elle passe dans le bio et elle met le produit bio dans le panier, et c'est comme ça qu'on arrive à conquérir et à éduquer ces consommateurs. Et une fois qu'ils sont un peu éduqués et qu'ils connaissent un peu mieux ce que c'est qu'un produit bio, ils vont venir dans nos rayons que je ne vais pas appeler spécialiste, que j'appelle spécifique. Spécifique, pourquoi ? Parce que on leur offre à nouveau des produits bio spécifiques, un choix un peu plus étendu avec nos partenaires historiques de la bio, style Léa Nature, Björg et compagnie, vous les connaissez. Oui. Et on leur met aussi notre marque propre qui est un bio un peu plus élaboré, un peu plus garanti. On leur offre du vrac quand on peut, on leur offre des fruits et légumes. Et ceux-là, ils viennent chez nous parce que ils viennent chez nous et ils vont aussi chez les SS souvent, mais ils viennent chez nous parce que c'est pratique, parce que c'est facile, parce que ils font pas que leurs courses bio, mais ils l'intègrent dans leur panier. Et puis ils viennent chez nous aussi pour le prix. Oui, c'est là où je voulais en venir. On viendra sur le prix tout à l'heure. Donc, et rappelons le modèle aussi producteur-commerçant, ça vous y tenez. Donc dernier point. J'y viens parce que par rapport à cette différenciation par le prix, je voulais dire que chez Intermarché, je le dis quand même là maintenant, et même si on va en parler plus tard, c'est que nous ne serons pas responsables de la guerre des prix chez Intermarché sur la bio. Parce que nous avons une stratégie qui est claire, qui est déterminée et qui est forte, une stratégie d'enseigne pour nos marques, pour le bénéfice consommateur et qui passe par notre modèle unique de producteurs commerçants. Et c'est ce que vous voulez que je dise. Donc, c'est normal. C'est bien de parler de notre modèle, non ? Oui. On a un Parce modèle... que le prix, on y reviendra tout à l'heure. On consacrera une large partie à cette question. Je vais essayer d'être bref, mais j'ai tellement de choses à vous dire. On a le temps.
Alors notre modèle unique de producteur commerçant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est ancré dans nos gènes, dans notre ADN. Ça fait 50 ans que Jean-Pierre Leroc, qui est notre fondateur, et a relevé un défi formidable, c'est de construire des usines pour préserver son indépendance d'approvisionnement face notamment à certains marchés pénuriques et face aussi à des marques nationales qui étaient un petit peu trop menaçantes. Il a commencé à construire des usines. Aujourd'hui, Agroalimentaire est le 4e groupe industriel dans l'agroalimentaire français. Pourquoi? Parce que tout au long de ces 50 ans, cette démarche avec de l'investissement, avec des partenariats avec des producteurs, des agriculteurs, avec tout un tas de... alors, je vais le résumer en 2-3 mots, mais c'est compliqué parce que c'est tellement de choses. S'il vous plaît, il faut qu'on avance. Avec de la contractualisation sur 2 ou 5 ou 12 ans pour certaines filières, avec des aménagements de prix fixés par avance qui tiennent compte des coûts de production et de la valeur du travail de l'éleveur ou du producteur. Donc tout ça, ça a fait qu'aujourd'hui on a 62 usines. Oui. C'est 11 000 collaborateurs, c'est 19 000... 28 font du bio, mais toutes pourraient le faire, hein, c'est ça? C'est non. Alors 40 font du bio, 40, sont capables de faire du bio. Ah. On a 52 lignes qui sont capables de faire du bio. Et sur les 62, il y en a 53 qui seraient habilités à le faire, mais sur les 53, il y en a 40. Voilà, en gros, ça fait les 3/4 de notre parc est capable de faire du bio aujourd'hui. Et donc, il sera capable de s'adapter à un marché bio qui va augmenter. Merci beaucoup. Alors, Pierrick Doron, Biocoop, c'est évidemment l'acteur historique du bio en petite et moyenne surface, petite surtout, moyenne, petite et moyenne, les deux, voilà. Oui. Là, on est donc en train de vivre une période un peu particulière. Comment vous adaptez à cette évolution? Quelle est la stratégie pour vous? Alors bonjour à toutes et à tous. Déjà, avant de commencer, je voudrais dire que je suis ravi d'être à cette table ronde avec les grands acteurs de la distribution, en tout cas la distribution de masse, et on est ravi que ça concourt aussi au projet de Biocoop. C'est-à-dire que notre raison d'être, c'est le développement de l'agriculture bio. Le commerce n'est qu'un moyen pour y parvenir. Et on est ravi que les acteurs s'y intéressent et développent le marché de la bio. Alors après, du coup, c'est pour ça que je pense que c'est plus qu'une stratégie. Nous sommes des spécialisés du bio, nous sommes à 100% bio, on existe depuis 35 ans. J'aime à rappeler que nous sommes nés dans des garages. Biocoop est un réseau de sociétaires qui se sont construits donc dans des garages, des consommateurs qui recherchaient du bio, de la qualité bio, et des producteurs qui recherchaient des débouchés. Et il y a une 50aine d'associations ou coopératives de consommateurs en 86 qui ont fondé l'association Biocoop à l'époque, et nous avons grandi, évolué. Notre projet s'est construit en alternative au modèle agricole dominant, notamment sur la question du label, des pesticides au départ, et ensuite sur le développement des filières. Bon, on y reviendra, j'essaie de balayer un peu rapidement un peu l'histoire. On a aujourd'hui une section agricole avec 20 groupements qui sont coopérateurs de Biocoop, donc on a construit une coopérative, et c'est très important dans notre vision de la construction de filières. On a construit aussi une alternative au modèle de commerce dominant, avec le commerce équitable. Aujourd'hui, 24% de notre offre est en commerce équitable. Et un modèle alternatif au modèle économique dominant, avec le modèle coopératif. Voilà. Et nous sommes dans une logique de progrès. Donc, d'abord le label, ensuite les filières. Et aujourd'hui, effectivement, on était grand sur un petit marché. Aujourd'hui, on devient petit sur un grand marché. Le chiffre d'affaires de Biocoop, c'est le chiffre d'affaires des 5 plus grands hypermarchés en France. Donc nous restons modestes en termes de puissance économique, mais je pense que la cohérence ou l'exigence de notre projet interpelle aujourd'hui.
Oui. Et donc Juste un mot sur le maintien du modèle aussi. Vous dites le bio, c'est pas seulement du conventionnel sans produits phytosanitaires. Ça, vous voulez toujours le mettre en avant, respecter ces bases-là. Ben, on voit bien aujourd'hui en plus que c'est une attente sociétale et que la notion, le progrès aujourd'hui, il passe par l'exigence, il passe par l'évolution vers une bio plus et bien plus que ça, c'est-à-dire les questions de climat. Aujourd'hui, il va falloir que les distributeurs s'en préoccupent. Donc, on a eu beaucoup de partis pris. On a des partis pris qui restent encore uniques. Alors, je sais que Comptoir de la Bio arrête aussi l'eau en bouteille. On l'a fait en 2017, et nous sommes encore le seul acteur de la distribution française à respecter la saisonnalité dans les rayons. Et je pense qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin, et nous allons augmenter nos exigences, effectivement. Alors, Benoît Souris, donc un mot sur Carrefour peut-être, et puis la vision de la Fédération du commerce et de la distribution principalement. Non, vous avez accepté d'intervenir au nom de la Fédération, donc merci à vous. Exactement, donc je représente ici la FCD, donc qui regroupe un certain nombre d'acteurs de la grande distribution, les Auchan, les Carrefour, les Casino, les Cora pour les citer. Je suis aussi le responsable du bio au sein de l'enseigne Carrefour au niveau du groupe, sur l'ensemble des pays dans lesquels on est présent. Il se trouve que je suis aussi un acteur un peu historique compte tenu de mes cheveux blancs, et depuis un peu plus de 25 ans sur le monde de la bio, en ayant eu à la fois la responsabilité d'animer une division dans le groupe Distriborg, donc la marque Bjorg en particulier, et puis en ayant été aussi un acteur co-dirigeant d'un groupe de distribution spécialisé, la Vie Claire. Donc j'ai, on va dire, une certaine culture, une certaine histoire, le recul nécessaire. Un certain recul, j'espère, en tout cas vis-à-vis du monde de la bio. Pour toucher un mot spécifiquement sur Carrefour, on dire simplement que nous on a fixé avec Alexandre Bompard les choses de façon assez simple, considérant que notre responsabilité, elle était plus simplement de faire du commerce et de distribuer tout sans distinction, mais qu'au contraire on devait avoir un rôle, et donc de prendre des positions fermes sur globalement la qualité des produits que nous distribuons. Donc c'est ce qu'on a appelé la transition alimentaire pour tous. Tous les mots comptent. Transition parce qu'effectivement on est dans un monde dont les mutations sont extrêmement rapides. On n'a pas les mêmes consommateurs que ceux que nous avions il y a quelques mois, et encore moins il y a quelques années. Cette transition est alimentaire parce qu'effectivement nous sommes très concernés par la consommation, mais au-delà de la consommation, par tout ce qui aboutit à la mise au point, au développement de ces produits, donc que ce soit dans le monde agricole, viticole ou dans le monde de l'élevage. Et nous la voulons en particulier sur le bio, mais pas uniquement sur le bio, mais nous sommes ici pour parler spécifiquement du bio. Donc parce que bien naturellement on pense que effectivement le bio ça doit être l'élément le plus visible, le plus exigeant, celui qui nous fera aussi modifier l'ensemble de la pyramide ou de l'organisation en matière de composition de produits et d'emballage. Et puis nous la voulons pour tous, parce que nous avons effectivement affiché très tôt le fait de s'intéresser à la démocratisation au plus grand nombre, pas simplement à un certain nombre qui ne sont pas fatalement des élites, mais en l'occurrence on pense que l'aspiration au mieux manger, au manger bio, doit être effectivement une des réponses que le groupe Carrefour doit être capable d'apporter. Nous le faisons effectivement comme les autres, au sens dans tous nos formats. Après, on a la chance d'être effectivement sur le marché français et sur le marché européen le premier acteur pour la distribution des produits bio, en tout cas en termes de volume. Ça ne veut pas dire que ça nous donne tous les droits, ça nous donne au contraire, je pense, plus de devoirs. Le devoir, c'est de pas s'endormir, c'est d'aller plus loin, c'est d'aller plus vite, c'est de prendre des engagements plus forts, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout au long de la matinée. Merci beaucoup. Alors Emmanuel Vasnex, président donc de la laiterie Saint-Denis de l'hôtel, qui ne fait pas que des produits laitiers d'ailleurs, je le précise, vous êtes aussi le leader en France des boissons végétales bio. Le bio qui représente 15% de votre activité. Alors vous n'êtes pas dans le secteur de la distribution, mais on a eu l'idée avec l'agence bio de vous inviter parce que vous avez créé, vous, une relation, je dirais réussie, heureuse, avec certains grands distributeurs. Donc ça nous paraissait intéressant de vous avoir à la table ronde pour montrer exactement ce qui pouvait marcher
et comment ça marche. Alors on vous écoute pour raconter cette histoire. Bonjour à tous, merci. Je suis effectivement honoré d'être à la table ronde de mes clients, puisque j'ai tous mes clients effectivement. Vous n'envisagez pas de vous reconvertir dans la grande distribution, hein, on sait jamais, hein, c'est pas une honte. Alors moi, Madame Manzoni, je suis aussi un vilain industriel, hein, donc j'ai jugé effectivement par rapport à ça. Juste pour vous dire quelques mots sur l'entreprise, donc l'électricité Total est une entreprise de 2000 personnes, j'ai toujours coutume de dire 2000 personnes, 2000 familles sur l'ensemble du territoire français. On paye nos impôts en France, on est des capitaux français et on a une gouvernance familiale qui est à mon avis une des très bonnes solutions aujourd'hui qu'on a dans la relation qu'on avait au niveau avec le monde agricole et la partie industrielle. Alors on est aussi à l'origine d'idées un petit peu décalées, puisqu'on a créé avec Nicolas Chaban C'est qui le patron, qui est effectivement inscrit, alors pas dans le bio sur tous les produits en tout cas, mais en tout cas qui inscrit cette notion de la durabilité et de l'engagement effectivement qu'on a au travers des différentes entreprises. Moi j'insisterai sur des points d'inquiétude forts. Le bio, comme d'ailleurs un certain nombre d'autres choses qui sont en train aujourd'hui de naître, zéro résidu de pesticides, agriculture raisonnée, etc. Je suis aussi président de l'Open Agri-Food qui sera la semaine prochaine. Ceux qui veulent venir seront aussi invités. On réfléchit à l'alimentation de demain. Et très clairement, j'ai un véritable point de satisfaction parce que, comme vous l'avez dit, 15% de notre chiffre d'affaires, c'est des produits bio et c'est des produits en développement, mais aussi une véritable inquiétude. Inquiétude parce que aujourd'hui, notre territoire français est un territoire qui, pour moi, n'est pas du tout en termes politiques. On n'a pas les engagements attendus en termes de changement, de transformation. Et je pense que le bio, qui ne sera pas, à mon avis, la seule solution, qui sera une solution, doit initier finalement un changement majeur dans les comportements. Et il s'est passé des événements forts. Le premier, c'était effectivement les consommateurs, l'arrivée de nouveaux outils, Yuka, c'est quoi ce produit, un certain nombre de l'essence. Et le consommateur, en fait, s'est réveillé en disant, mais finalement, moi, ma carte bleue, elle a un rôle effectivement dans l'achat tel que je peux le voir, et j'ai envie de décider finalement de ce que je veux manger, comment je veux manger, où je mets finalement les curseurs des différentes choses. Et puis est arrivé les états généraux de l'alimentation. Les états généraux de l'alimentation ont eu deux volets, vous savez, ce volet auquel Michel d'ailleurs j'ai jamais cru, qui est la redistribution de la valeur et le fameux ruissellement. Et puis il y a eu un autre volet qui a été effectivement l'alimentation saine, durable, bonne pour la santé, où là on a mis tous les sujets sur la table. Tous les sujets sont sur la table et ils le sont actuellement, et avec une véritable défiance aujourd'hui qui sont reprises par les consommateurs et un véritable, je dirais, une demande et une exigence qui va au-delà des lois, au-delà, je suis aussi sur la feuille d'économie circulaire, la loi, etc. Mais tout ça, c'est les consommateurs qui vont nous guider. C'est les consommateurs qui vont nous dire je veux ce produit-là, je veux le pas pour telle et telle raison. Et je pense que la bio, c'est pas en tant que tel, on y croit pas, il y a des gens, etc. Pour moi, c'est ce qui doit être demain la transformation du monde agricole. Notre monde agricole est en grand danger. Nos industries, et je parle des industries, des véritables industries, c'est-à-dire, il n'y a pas de souci, les grands groupes, rassurez-vous, dans 15, 20, 30 ans, 100 ans, ils seront encore là. Par contre, nos PME, nos ETI aujourd'hui qui sont sur les territoires, qui sont une véritable réponse aujourd'hui à l'entretien de ces territoires, à la biodiversité, au maintien d'une activité. Vous savez, il y a des gens ici à Paris qui rêvent de voir les usines le long de l'autoroute A6 et A10 et les gens dans les villes. Nous, on veut pas de ça parce que c'est notre patrimoine gastronomique et notre différence. Et je pense que la bio, c'est ça. C'est véritablement un changement de paradigme, ça a été dit tout à l'heure, et vraiment une volonté de voir différemment la relation. Et quand je disais que nos entreprises sont en danger, aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent. L'argent vaut pas cher, les entreprises valent cher, et vous avez des gens comme moi qui sont des entrepreneurs qui à un moment prennent le chèque plutôt effectivement de jouer la continuité parce que les contraintes accumulées sont devenues terribles au travers de ça. Donc je pense qu'il faut saisir effectivement ce moment assez unique de transformation de notre façon de produire, de notre façon, et nous on a des vrais sujets, le plastique par exemple en est un très très gros au niveau de l'évolution, mais également de notre façon de consommer et comment le citoyen doit avoir ce rapport avec cette alimentation et son agriculture. Alors, merci beaucoup. Je voudrais qu'on revienne sur ce changement de paradigme qui a été évoqué. Est-ce que vous vivez ça de la même manière? Michel-Édouard Leclerc, comment vous vivez cette révolution aussi? Absolument. Et en fait, dans une enseigne de distribution qui est, que ce soit Carrefour, Inter ou encore plus Leclerc vu l'ancienneté, moi j'ai fait 40 ans de métier dans la distribution, j'ai connu la vie claire comme consommateur militant, j'ai connu la vie claire achetée par Bernard Tapie
Et puis j'ai vu la vie claire, le retour. Hein, et donc, par définition, et même si dans la présentation de la table ronde, on a l'air là de dire chacun comme il fait bien, etc., je pense que c'est nécessaire d'avoir un ego assuré pour dire on fait des trucs bien. Et d'ailleurs, l'ensemble des acteurs ici ont des raisons d'être fiers. Et la question après, c'est pas tellement de justifier ce que l'on a fait que d'essayer de débattre de ce vers quoi on tend. Et ce vers quoi on tend, on est tous d'accord de la nécessité de changer de modèle, ou en tout cas d'améliorer les modèles. Oui. Après, ce qui est angoissant, on en parlait tout à l'heure, enfin, est-ce qu'on tient un discours de collapsologue, ou est-ce qu'on traite ce qui pour l'homme d'action est un empêchement de faire, oui. Aussi interpellé par les ONG, par les associations de consommateurs, on dit oui. Même moi j'ai 67 ans, je vais faire quand même, parce que si vous me dites que de toute façon c'est foutu, 67 ans, faites-le vous-même. Hein, tu vois, donc moi je pense qu'il faut, il est urgent aussi de prendre le temps de bien faire. Voilà. Parce que c'est un message que je veux faire passer. Moi, il y a 30 ans, j'ai fait raccorder tous les entrepôts Leclerc à la SNCF, parce que dans le discours écologiste d'où j'étais, les Amis de la Terre, et où on était tous, on allait vers le transport multimodal, oui. Et on basculait du camion vers aujourd'hui, il y a de l'herbe sur les voies de chemin de fer. Il n'y a jamais eu de politique SNCF ou de politique chemin de fer. J'ai été un des premiers à lancer le GPL en station-service. Il y avait des premiers carrefours aussi, on l'a fait. Aujourd'hui, on a fermé nos stations. Hein, et les premières générations d'agrocarburants, d'agricarburants, au moment où on est assigné, au moment où on le faisait, tout le monde disait que c'était très bien pour la relation avec l'agriculture. Aujourd'hui, on dit que c'est pas bon. Donc, en fait, il faut quand même prendre le temps de pas faire de conneries. Et en tout cas, de grandir aussi avec la société. Parce que c'est un deuxième message. Parler des agriculteurs, parler des distributeurs, parler des industriels, les sommer d'agir, en oubliant qu'il faut faire avec, parce que si on ne fait pas avec, il n'y aura personne pour faire. C'est juste la grosse erreur dans laquelle on est aujourd'hui. Aujourd'hui, si l'agriculture ne supporte pas l'agribashing, ou le distributeur en a marre d'être le grand méchant, ou l'industriel, c'est juste qu'il y a de la bonne volonté. Il y a de la volonté, il n'y a pas forcément la compétence, mais il y a la volonté. Mais le temps de l'entreprise n'est pas le temps de l'annonce, c'est pas le temps de l'ONG, c'est pas le temps c'est pas le temps du média. Donc oui, nous sommes convaincus qu'il faut changer de paradigme. Et le bio, justement, j'insiste là-dessus, c'est évidemment un marché visible, un marché aussi pédagogique. C'est un marché qui dit un mode de production plus qu'un produit conventionnel. C'est un marché. Leclerc, on est un des gros acteurs du bio en France. La marque Bio Village, on l'a créée en l'an 2000. J'ai été initié au bio il y a 40 ans. Après, je dois reconnaître que c'est l'action des Biocoop ou d'un Tristan Lecomte m'interpellant maintenant sur le commerce équitable, qui ont fait accélérer les choses, la prise de conscience. Et tout ça est sain, et tout ça c'est positif. Les querelles de boutique, on s'en fout un peu. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le bio dans Leclerc, on l'a mis dans l'hyper. On l'a mis dans des magasins spécialisés, on le met dans la marque de distributeur, BioVillage, et on la met dans les filières nouvellement créées, puisque soit le produit est indisponible ou il n'y en a pas assez. Je lisais dans la communication d'Intermarché sur l'origine des produits qu'ils avaient du mal à trouver, par exemple, des produits bio, du porc bio en France, y compris pour leurs propres producteurs. Nous, c'est pareil. Donc, donc il faut créer son propre approvisionnement, et donc la nécessité de financer la transition, d'emmener des gens dans la transition, de les rassurer dans la transition est probablement la priorité des politiques à mener aujourd'hui. Donc nous sommes partenaires pour nos propres fournisseurs, mais prêts à être co-acteurs pour un système plus global, pour aller vers ça. Et quand j'avais repris, je pense que c'était toi qui avais eu l'idée d'une TVA à taux zéro sur la... Oui, vous êtes d'accord là-dessus en tout cas. Oui, mais il en a eu l'idée, mais la réaction des pouvoirs publics a été... Alors, évidemment, il ne fallait pas rêver. C'est pas à Bercy qu'ils allaient supprimer une TVA. Enfin, c'est clair. Mais quand même, quand on parle de l'accessibilité de ce qui est bon, c'était une manière aussi de défendre cette accessibilité sans focaliser sur le prix. C'était quand même assez bien par rapport aux reproches qu'on nous faisait. En fait, on n'a pas été suivis. Mais vous voyez, c'est un système dans lequel on doit être
on doit être co-acteurs, chacun dans sa part. Et franchement, il y a tellement à faire qu'aujourd'hui, on peut tolérer la concurrence et la présence de l'autre, quoi. Alors, vous parliez de Tristan Lecomte, le fondateur d'Alter Eco, qui dirige le Pur Projet aujourd'hui. Hein. Oui, qui reste. Et qui a fait un dernier bouquin, le titre de mémoire, c'est « Et si on remontait dans l'arbre ». Ouais. Pour donner une vision optimiste de sur l'avenir. moi, il a eu une très grande influence. Hein. Ça s'est passé comme ça dans une réunion. Il m'a interpellé sur ce que je ne faisais pas. Et j'ai été voir ce qu'il faisait à l'époque chez Monoprix, avec Philippe Houzet. Et évidemment, chez Monoprix, il le faisait avec des prix hors concurrence. Moi, à Landerneau, il n'y a pas de Monoprix. C'est pas possible de faire des prix, même sur le commerce équitable, à ce niveau-là. Et donc, on a travaillé avec lui, puis après, bien sûr, avec Alter Eco et avec Etikable, etc. Des gars. Et finalement, on a montré que ce qu'on appelait la grande distribution, peu importe sa diversité, était capable de co-signer une belle action sur l'équitable. Et donc, je pense que sur le bio, ou les bio, parce que je pense que c'est aussi un territoire qu'il faut investiguer, sur les types de bio, les bio plus, je pense que chacun peut, dans ses formats et dans sa manière de faire, y compris sur, nous on vend énormément de bio sur les drives et sur la livraison à domicile, sur les relais piétons. C'est une très très forte demande en centre-ville justement. Oui. Ce sont des territoires où nous aurons besoin de certifier, de garantir ce que nous faisons, mais de garantir aussi plus que jamais la qualité du produit. Oui. Alors, sur ce qu'a dit Michel-Édouard Leclerc, est-ce que vous êtes d'accord sur les priorités qu'il a définies, prendre le temps pour éviter de faire des conneries, je reprends votre expression. Vous êtes d'accord avec ce programme, je dirais, ou commentez-le. Lise ? Oui, alors moi tout à fait. De toute façon, on est complètement en phase sur tout ce débat-là, sur la, les ou le bio, comme en effet, c'est très diversifié. Il y a deux points sur lesquels je voudrais largement insister, parce que à nouveau, je me place avec le consommateur. C'est que vu tout ce qui est fait, il faut absolument qu'on conserve la confiance que les GSS avaient gagnée sur les produits de la bio, mais il faut que nous, distributeurs, donc qui allons sur ce marché-là, et il faut le faire, on continue donc à générer cette confiance, parce qu'on dit souvent le bio c'est bon. Oui. Non, pas toujours. Le bio, c'est pas toujours bon. Alors nous, chez Intermarché, le goût de nos d'OMDD bio, c'est le premier critère, avant même évidemment ce qui est obligatoire, c'est-à-dire les additifs, etc., etc. Alors l'autre chose, c'est que le bio, ça doit être simple. Quand moi je vois des eurofeuilles ou des labels sur des produits ultra transformés, je me dis mais c'est n'importe quoi, c'est une hérésie. Un bio, ça doit être simple. Pourquoi ? Et c'est pour ça d'ailleurs que je remets une petite parenthèse là-dessus, c'est que c'est dans cet esprit-là que nous on a lancé nos essentiels, nos produits essentiels avec des listes d'ingrédients courtes. Pourquoi ? Parce que pour un produit bio, il faut pouvoir le tracer. Il faut pouvoir savoir exactement d'où il vient. Donc, en traçabilité, sur tous nos produits bio et sur nos marques bio, on a, nous, un service qui s'appelle, une société qui s'appelle Transparency One, qui cartographie l'ensemble des origines de nos produits marques bio du niveau 1 au niveau 5. Et aujourd'hui, on a 80% qui sont au niveau 1. Donc, ça permet de pouvoir dire à nos consommateurs que quand ils mangent un produit bio MDD chez nous, on sait d'où il vient. Oui. Et ensuite, la transparence. La transparence, c'est quelque chose qui est dans l'ADN du groupement depuis l'origine aussi. Juste pour vous rappeler, le prix au litre au kilo, c'est chez Intermarché en 80, et ça a été officialisé en 82. Le NutriPass, je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'est l'ancêtre du Nutri-Score. J'ai sauté l'Argus de la consommation.
qui est finalement l'ancêtre de nos comparateurs de prix aujourd'hui. Donc, et là, depuis cette semaine, vous allez entendre parler chez Intermarché du Franco-Score. Je sais pas, le Franco-Score, je ne sais pas si dans la salle vous l'avez déjà entendu, c'est peut-être un scoop, mais Intermarché lance un nouvel étiquetage sur ses produits pour mettre en avant l'origine française des produits. C'est-à-dire, c'est vraiment dans notre action de continuer à promouvoir l'agriculture française, les producteurs français, et pour donner en transparence les informations aux consommateurs, pour que quand il achète un produit, il sait d'où il vient, il sait que s'il paye un peu plus cher, c'est parce que c'est une origine contrôlée, parce que c'est un produit français. Et là, on donne vraiment la possibilité on en parlait tout à l'heure, aux consommateurs de devenir consomme-acteurs. Donc nous, c'est ça, on est là pour le mieux produire responsable, mieux manger et mieux agir avec les consommateurs. Donc Pierrick de Ronne, là on commence à aborder la question des filières, on peut enchaîner avec cette pour élargir. Non, mais je pense que chaque acteur de la distribution politique ou autre a son rôle à jouer. La question de la TVA est une question qu'a porté Biocop surtout sous l'angle de la double ou triple peine, c'est-à-dire comment on met de la valeur dans le prix. Et les consommateurs payent plus cher le bio, et ensuite ils payent quand même des impôts, peut-être plus cher aussi. Mais ensuite le distributeur, moi je me questionne quand même sur la distribution et le changement de paradigme de la distribution. C'est-à-dire que pour moi le changement de paradigme il passe par le coopératif, ou en tout cas le questionnement de la compétition. C'est-à-dire que si on se base sur la loi de l'offre et de la demande, clairement aujourd'hui le distributeur est en position de faiblesse par rapport à la production. Il n'y a pas assez de production dans le bio, on parle bien de bio. Mais on voit ce que ça a donné dans le conventionnel quand l'équation s'inverse. Donc là, je me questionne sur le moment de bascule. C'est peut-être dans 2, 3, 4, 5 ans. Est-ce que les réflexes vont revenir et on va reconstruire, on va déclasser la bio, ou on va faire de la bio sans pesticides, se baser uniquement sur l'eurofeuille, avoir du mal à construire avec les producteurs. Et nous, on n'a pas fait le choix d'intégrer des producteurs. Au contraire, si on peut prendre l'exemple des filières, et on va continuer dans ces démarches-là. On a 20 groupements qui sont dans Biocop, et on co-construit les filières. Et aujourd'hui, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, on a été les seuls à vraiment co-construire. Les producteurs de la section agricole de Biocop ont érigé un cahier des charges de commerce équitable France, qui aujourd'hui est une marque qui s'appelle Ensemble. C'est une marque qui est présente à travers l'offre de Biocop et qui va continuer à avancer. Et j'ai cru comprendre que Système U se lançait dans des démarches similaires, et c'est tout à fait louable. En tout cas, on voit que ça bouge, et je me questionne vraiment sur la profondeur du changement de paradigme et sur vraiment l'ambition de co-construire ces filières avec le monde agricole et pas uniquement de les acheter. Benoît Souris, sur les filières, quelle est votre position à la fédération ? On va dire que globalement, je pense que le marché se transforme tellement vite, les attentes consommateurs sont tellement fortes que heureusement on n'a pas attendu, et ni Biocop ni personne d'autre n'a l'apanage ou l'exclusivité de la construction de filières, parce que là aussi c'est un discours qui me fait tant qui m'énerve. Donc ça fait quand même extrêmement longtemps que d'autres acteurs que Biocop, bien naturellement, a noué, investi, participé avec tel ou tel. Sinon, aujourd'hui, la demande consommateur est telle que nous serions strictement incapables de répondre à la première aspérité, qui est d'avoir au maximum de la production et de la transformation faite en France. La transformation, c'était presque facile, parce qu'il y a un formidable tissu de transformateurs en France. La production, c'était un peu plus compliqué. Donc, heureusement, effectivement, que l'ensemble des acteurs, ceux de FCD, ceux de Carrefour, peu importe, mais a pris cette démarche-là à bras-le-corps.
Deuxième chose, c'est en train de s'accélérer, c'est indispensable. Nous, alors, chez Carrefour en particulier, il y a 1800 partenaires agriculteurs, éleveurs ou viticulteurs qui sont engagés dans les filières bio. Donc, et il y en a eu 500 de plus entre 2018 et 2019, ce qui prouve que c'est une démarche extrêmement offensive qui consiste à aller vers eux pour clairement accompagner la démarche de conversion au bio. Donc, les fameuses périodes de 2 à 3 années qui sont effectivement les périodes les plus compliquées pour être capable d'avoir effectivement un revenu décent pour le monde agricole, et puis être capable de les accompagner sans les enfermer au-delà pour que ils puissent devenir des partenaires de la grande distribution, mais chacun des acteurs n'achetant pas plus de 37 ou 40% maximum. Bref, tout ça c'est une démarche qui est assez importante. Moi je suis par contre très choqué, je ne le cache pas, par la dernière communication que Biocoop, associé à d'autres enseignes, a fait paraître hier. Franchement, laisser paraître une communication qui clairement donne globalement à la grande distribution le mauvais rôle, le mauvais acteur, voire même le producteur qui fait du bio et du pas bio l'un à côté de l'autre, l'un en combinaison blanche, l'autre en vassal de la grande distribution. Bon, c'est un choix que Synadis Bio a fait. J'ai été le président de Synadis pendant un certain nombre d'années, donc j'avoue que je suis très content de ne pas être adhérent, pour être très clair, parce que quand on voit cette communication-là, j'ai fait la demande, mais j'ignorais à l'époque que c'était cette communication et cet axe-là, et je suis extrêmement heureux de ne pas en être. Et vous savez que j'ai pas pour habitude de ne pas dire ce que je pense. Je pense que vous êtes en train effectivement de donner au consommateur une image de nous on est totalement vertueux, sachant que dans vos signataires, je m'amuse de voir Naturalia, filiale de Casino, alors que vous tapez sur Casino, enfin peu importe, je pense qu'il ne manquera pas de se quitter ça rapidement. Et puis que vous avez tellement bien fait les choses que vous avez même un certain nombre de vos adhérents de Synadis Bio qui sont pas signataires de la charte. Donc en particulier La Vicenne et Satoris pour citer ces deux-là. Donc franchement, si on va vers un travail collaboratif, on a raison. Et si on écoute les consommateurs, on a raison. Et si on investit dans les filières et en partenariat à long terme, on a raison. Si on commence à opposer aux consommateurs, on a mis tellement d'années à mettre en place des cahiers des charges qui sont critiquables, mais qui, en tout cas, ont fait à un certain moment la synthèse que si on continue à critiquer ces cahiers des charges et à vouloir dire il y a des bio à plusieurs vitesses, je pense qu'on est sur un axe dangereux. Par contre, l'immobilisme sur notre cahier des charges, avec aucun volet RSE, ou quasiment aucun volet social, c'est le grand danger de la bio. Et bien naturellement, nous, FCD, avec l'agence bio, on va effectivement prendre des initiatives fortes, parce que je pense qu'on ne peut pas renvoyer une image du passé sur un certain nombre d'éléments par rapport à une ambition future qui est celle de développer la bio offensive. Alors, donc... Bon, tout le monde n'a peut-être pas vu l'affaire, ça c'est diffusé depuis hier soir, vous avez compris, sur les réseaux sociaux. Benoît Souris a à peu près raconté ce qui se passait. Je vais vous donner la parole, bien sûr. Michel Hubard-Leclerc sur cette question-là. Et puis on va essayer de la traiter rapidement, qu'on puisse passer au reste. Moi j'ai bien aimé son film, c'est le genre de film que j'ai aimé faire. J'ai trouvé que c'était même une parodie de film que j'avais fait avec Philippe Michel. À une époque où je disais aux pharmaciens le sucre sans le sucre, qui se sucre. Mais non, mais bon, faut le prendre au second degré et au troisième degré. En plus, ça se retourne contre les signataires parce qu'ils sont dedans, quoi. Biocoop, pour les 3/4 des gens, moi, à Concarneau, c'est une grande surface. Biocoop, il est pareil, un grand cube à l'extérieur. Il est sur une terre agricole. Mais mais si, il y a un parking aussi. Mais oui, mais faut avoir un peu, faut sortir des querelles de boutique, faut se prendre un peu de hauteur. Après, ça anime l'accès à la discussion, au marché. Moi, j'ai rien contre le spectacle. C'est une manière de faire passer des idées. Et puis, si vous laissez tout à BFM et que vous créez rien vous-même, on est foutu, quoi. Donc, il faut. Gentil, et il manque plus que la musique de fond pour dire qu'on va crever. Non, moi, c'est. La bio. Ouais, moi j'y vais à BFM souvent, je suis consultant là-bas, donc je sais, mais chacun peut en prendre pour n'attaquez pas mon entreprise, parce que là c'est... Non mais c'est vrai que t'as raison de dire que c'est co-signé, c'est un film qui dit nous on fait pas de la bio pour faire du fric, quoi, en gros. Et puis c'est signé Naturalia. Vous imaginez aujourd'hui Jean-Charles Naouri avec ses créanciers apprenant que Naturalia vend du bio sans faire du fric, ça c'est sûr que ça va chier chez les actionnaires. Là, voilà. Bon, pour ce qui est du fond, moi je trouve que
si on veut bien sortir du côté les purs et les impurs, ce qui est un paradigme détestable et qui conduit au fascisme, etc. Bah oui, les purs et les impurs, depuis il y a une histoire initiale qui s'appelle la Bible, hein, c'est la Genèse. Donc on rentre pas là-dedans. Ce qui est important, c'est la transition. À partir du moment où tous, on n'est pas que nos rôles sociaux, on est des citoyens avec des enfants. On a décidé, plus ou moins avec compétence, plus ou moins avec expertise, plus ou moins avec sagacité, on a décidé d'aller vers un modèle mieux-disant. Et ben, d'abord, on sait qu'on va pas y aller tout seul, on sait qu'on va y aller ensemble, mais il faut y aller avec les gens. On va pas y aller contre les gens, on va pas y aller contre les agriculteurs, on va pas y aller contre les 1,2 million salariés de la distribution, on va pas y aller contre Carrefour, on va pas y aller contre... Donc, ce qui est important, c'est l'accompagnement de la transition. Et il y a l'accompagnement sémantique, culturel, c'est tout le monde a le droit d'être dans la transition, tout le monde a le droit d'être volontaire dans la transition, il n'y a pas les purs et les impurs, et ça c'est important idéologiquement, pas laisser s'installer. Et la deuxième chose, c'est que il n'y a probablement pas qu'une seule voie de transition, par contre elle a un coût, cette transition, et ça on est tous d'accord là-dessus. Et donc si on ne veut pas, je vais t'aider dans la transition aussi, si on ne veut pas que ça passe que par le prix, et que le prix d'ailleurs, vu du consommateur, il peut trouver ça pénalisant, il faut accompagner cette transition financièrement, fiscalement, subventionnellement, etc. Et moi j'avais proposé un truc parallèlement à la baisse de la TVA, ce qui était une manière de ne pas toucher au lecteur du prix du marché, au curseur, c'était aussi de constituer un fonds, privé, public, mais un fonds auquel participeraient, on avait parlé aussi de ça avec Madame Pajot, auquel participeraient les distributeurs, mais les transformateurs, les industriels, les restaurateurs, enfin tous unis, peut-être pas contre la vie chère, mais en tout cas tous unis pour l'accessibilité et la faisabilité de la transition. Et ben c'est une idée qui a émergé, on en avait beaucoup discuté pendant les états généraux de l'alimentation, mais on a tellement focalisé après sur la seule négociation tarifaire qu'on en a oublié tout ce qui était hors du prix. C'est un paradoxe que celui à qui on attribue de ne pas être d'accord sur le prix, je le remets parce que c'est une contribution qui est contraignante, mais dont je rappelle que les centres Leclerc sont prêts à participer pour financer l'accès à ce nouveau modèle. Donc ça passe par des prix accessibles. Il faut que tout le monde puisse avoir le bon et le meilleur, et pas simplement que ce soit des happy few, des urbains, centre-ville, etc. Ça, c'est des choses qu'on partage tous. Mais je pense qu'on peut accélérer le processus volontairement. C'est sûr, c'est pas le marché, c'est une sorte de mécénat, mais on s'en fout. Si on est tous d'accord pour aller vers ça, on peut tous y contribuer. Et c'est une idée qui n'est pas reprise. Et je sens pas non plus nos amis industriels très friands de le porter. Et pourtant, puisque le ruissellement, ça ne peut pas marcher, même juridiquement. Enfin, c'est une assemblée d'actionnaires de Carrefour peut pas décider d'aller payer plus les agriculteurs avant d'avoir payé ses propres salariés. Enfin, rien que sur le plan de la mécanique juridique, ça marche pas comme ça. Le truc. Oui, Michel, mais néanmoins chez Carrefour, il y a quand même eu un fonds de transition alimentaire. Oui. Enfin, il y en a même deux, en l'occurrence. Il y a un fonds qu'on co-anime avec Mimosa, qui permet d'avoir effectivement du crowdfunding, du crowdlending, et en même temps de la distribution en magasin de proximité pour être capable de participer à des projets. Il y a eu plus de 400 000 € qui ont été ainsi récoltés pour être capable de participer à ça. Mais ça coûte rien à Carrefour. Peu. Ouais. Par contre, ce qu'on a décidé de faire de façon très active, et là on l'a fait voter par nos actionnaires, en même temps que d'ailleurs le fait d'inscrire cette transition alimentaire dans l'objet social de Carrefour. On a aussi créé un fonds AFF, Act for Food, pour être capable, qu'on dote chaque année de montants assez importants, pour être clairement capable d'accompagner, d'investir, sans objectif de rentabilité court-termiste, mais être capable d'accompagner ça. Donc, mais ça, on a repris des idées qui existaient. C'est à mettre au crédit de nos entreprises, tout ce qu'on fait individuellement, mais pour reprendre l'expression du président de la République, c'est quand même tout ce qu'on va faire là, c'est des petits ruisseaux, mais ça fait pas la grosse rivière. T'es d'accord ? Et donc, voilà, la réflexion qu'on a ici, entre d'ailleurs animateurs de réseau qui se portent bien, et qui se portent bien, y compris sur des nouveaux marchés, c'est voilà, comment est-ce qu'on pourrait aborder de manière qui ne soit pas mal perçue par le public
une surtaxation, une taxe verte, etc. Comment ne pourrait-on pas participer au financement de cette transition, sachant que c'est qu'un seul volet. Il y a aussi tout le volet réaffectation des subventions, des 7 milliards à la production, dont on peut se poser la question de pourquoi aussi ils sont distribués comme il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Mais là, déjà, il y a des fourches se lèvent, quoi. Donc c'est une vraie réalité aussi. Il y a le prix, il y a les subventions, mais il y a le financement possible, privé, public, de transition sur des modèles qu'on commence tous ici dans la salle à bien appréhender et qu'on pourrait accélérer. Oui, sur des modèles de conversion notamment. Je vous propose de prolonger cette discussion sur les filières et les valeurs après, mais je vais donner la parole à Pierrick Doron pour répondre. J'imagine que vous ne vous attendiez pas à faire un triomphe du côté de la grande distribution avec le spot qui est passé depuis hier soir. Alors il y a beaucoup de remarques. Je ne m'attendais pas à une telle réaction non plus. Beaucoup de gens qui l'ont vu. Épidermique. Alors, est-ce que vous persistez et signez? On persiste, enfin moi en tout cas je porte la voix de Biocop, pas celle forcément du Synadis, donc c'est le Synadis, donc nous on a participé à cette campagne à hauteur de l'engagement de Biocop dans le syndicat des distributeurs bio. D'accord. Moi je trouve que c'est plutôt, c'est aussi une forme d'ouverture, il faut l'entendre comme ça, que des distributeurs concurrents fassent communication commune, c'est pas inintéressant. Après chaque distributeur du film gérera ses propres contradictions, il y a aucun problème. En tout cas, je pense que on peut juger de la forme, on peut juger de l'enjeu pour Biocop dans cette communication, c'était de construire avec les spécialisés bio une charte, des engagements communs pour tirer vers le haut les spécialisés. Et de toute façon, les spécialisés ont besoin de se différencier de la grande distribution, soit de manière très concrète. Donc aucun doute là-dessus sur le fait de s'engager un peu plus, et je suis pas sûr que tout ce qui soit dit dans ce film soit complètement faux. Oui. Après c'est fait sous le ton de l'humour, on l'accepte, on le prend comme on veut. Deuxième degré quand même alors là. Troisième degré je pense. Même troisième. Ah d'accord. Alors, tout le monde l'a peut-être pas vu comme ça. Parce qu'en gros le message c'est la grande distribution. Non, on fait pas du bio, on fait du fric. C'est tout, hein. C'est le message essentiel. C'est quand même le sujet de la table ronde. Oui, bien sûr. Tête de gondole ou opportunisme ou autre. Donc après, je suis ravi que ce soit un sujet aujourd'hui. Enfin, voilà, si le sujet est porté comme ça. Bon, alors oui, il y a énormément de remarques et de questions. Je vais essayer de gérer ça tout à l'heure. Mais pardon. Je voudrais juste revenir une seconde sur les filières et sur leur organisation et l'évolution. Je pense qu'il y a 4 points qui sont importants. Nous, la politique qu'on a eue sur les filières, c'est de dire soit les filières, elles existent et on sent qu'effectivement, et je rejoins l'idée du cahier des charges évolutif qui est impératif par rapport à ce qui peut se passer, soit on sent les gens réellement en position de mener à bien ces filières. Et dans ce cas-là, on va pas réinventer la poudre, on va effectivement travailler avec eux. Et on a aujourd'hui, sur par exemple l'activité laitière, plus de 60% de notre lait qui est en contrat tripartite. Et je pense que le contrat tripartite, enfin moi je le défends parce que c'est une véritable évolution dans la relation commerciale. Quand vous avez un producteur, un transformateur, un distributeur, eh bien quand ils sont pas d'accord sur le prix, il y a un échange et qui des fois est assez vite. Ensuite, quand ces filières n'existent pas ou sont pas organisées, là il faut investir. Et nous, on est par exemple en train d'investir dans beaucoup de filières, végétales, fruits, etc. Parce que là, aujourd'hui, les gens ont besoin, et les producteurs ont besoin de 2 choses. Ils ont besoin d'un prix rémunérateur de leur travail, tenant compte des contraintes qui vont être liées à l'évolution qu'on va leur demander en matière de technique culturelle. Et puis la deuxième évolution, c'est de la visibilité. C'est-à-dire que si on est sur des opérations court terme et à 2 ans, les producteurs disent oui, mais qu'est-ce qui se passe? On a des produits dans lesquels c'est du 5, 10, 15 ans dans certaines productions agricoles. Et là, il y a 2 problématiques qui sont importantes. La première, c'est la problématique, et ça c'est chez nous, c'est plus d'avoir un raisonnement d'investissement. On investit dans des outils de production, on investit dans des hommes. Pourquoi on n'investit pas dans des filières? Investir, ça veut dire quoi? Ça veut dire à un moment, je mets de l'argent, je construis quelque chose, je m'attends à récupérer quelque chose, mais je suis dans ce mode de raisonnement et dans cette posture intellectuelle qui effectivement est l'investissement. Et deuxième point, c'est le palier. Parce que ce qu'on vit, et on l'a par exemple sur les métiers du lait, là, il y a 3 ans, crise sur le lait, plus de lait bio, on va chercher de façon débile notre lait au Danemark. On n'a d'ailleurs pas expliqué aux consommateurs qu'il fallait que la production suive. Il faut aussi qu'on réexplique aux consommateurs qu'il y a des années, il n'y aura pas de produits. Parce que, par exemple, la pomme, il y a 2 ans, il fallait surtout pas manger des pommes bio.
parce que on avait des gros problèmes de culture, et c'était bourré de patulines, et donc on avait effectivement des problématiques. Donc il faut expliquer que le cycle de la vie et le cycle de la nature fait qu'il y a des années, parce que la nature l'a pas voulu, eh bien on a effectivement pas de production. Ensuite, il y a les notions de palier, c'est-à-dire qu'il y a des surproductions. Ces surproductions, il faut les contrôler, mais il faut pas mettre les gens qui produisent en difficulté parce qu'à un moment, il y a des surproductions qui servent à construire l'avenir. Sans ça, ces gens-là, on les aura pas. Et nous, vous voyez, sur des filières, par exemple, on fait de l'ananas au Bénin ou des choses comme ça, qui sont des produits qu'on ne sait pas faire sur le territoire européen. Eh bien, si ces produits-là, on n'est pas capable de dire aux producteurs, on va prendre les produits, on va les sécuriser et on va vous les acheter, qu'on les vendra en bio ou en conventionnel par rapport à ça, eh bien, derrière, ils vont arrêter. Donc, je pense que cette notion du palier, elle est importante d'inscrire, de dire, bah voilà, on doit accompagner. Et d'ailleurs, bon, on est, vous savez, depuis 12 ans, à l'initiative d'un contrat tripartite avec Biolay, Système U, sur la construction du lait bio. On a eu ces questions quand il y a eu des attaques et il y a eu la guerre du prix du lait bio, où Système U m'a dit, mais comment je fais? J'ai 10 centimes d'euros d'écart. Et j'ai dit, écoutez, si ces 10 centimes, vous baissez le prix, le truc, il est mort. Par contre, si on dit, eh ben nous, on assume effectivement notre prix et notre responsabilité, et derrière, on va construire et on va communiquer, c'est ce qu'on a fait. On a expliqué aux consommateurs comment était construit le prix. Eh bien, aujourd'hui, le produit, il existe encore, les filières, elles sont existantes, on arrive à les développer, etc. Et ça peut se faire que si on est en relation de confiance avec les clients et les producteurs. Et je pense que là, il y a un vrai enjeu de posture au travers de ça. Et puis, dernier point, moi, je vous dis qu'il se passe des choses aujourd'hui très intéressantes. On a des distributeurs, on l'a fait il y a 2 ans avec Carrefour, qui investissent dans des produits qui verront dans 3 ans. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau. Il y a un moment, c'était tous les ans, on avait les achats, vous avez de la matière, oui, on n'en a pas, et ben tant pis, etc. Maintenant, on dit, voilà, on aura de la matière dans 3 ans et on construit les filières. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant. Et on met de l'argent aujourd'hui sur quelque chose qu'on n'achète pas parce qu'on participe à la transformation de ces filières. Et ça rejoint l'idée du fonds. Alors, il est collectif, il est individuel, il est entreprise, il est industriel, il est distribution. Tout ça, ça doit, à mon avis, être un patchwork de solutions avec à la tête de ça des hommes avec un grand H qui ont une volonté, effectivement, de développer ces techniques d'agriculture et les sécuriser. Je terminerai juste sur un point. Oui, c'est bien. Il y a un point, moi, qui m'effraie, c'est le refus de l'évolution technologique. Je pense que, je vais vous prendre un cas qui me concerne, on a aujourd'hui, parce que tous les produits dans le bio sont pas logés à la même enseigne. Il y a des produits qui sont très résilients, le lait en fait partie, le soja en fait partie, un certain nombre de produits, et puis il y en a qui sont très compliqués. Une salade, par exemple, la salade bio, c'est extrêmement compliqué. Une salade, c'est 97% d'eau. Bon. Donc on met des technologies qui sont des travails, on a vécu la même chose sur les tomates, des techniques sous serre, etc., qui finalement sont utilisées par un certain nombre d'agriculteurs. Nous, on a des agriculteurs bio qui cultivent dans ces serres-là. Eh bien, j'ai un veto, jamais je pourrai appeler ces produits-là bio. Et là, je pense qu'il va falloir qu'on évolue quand même. Parce que si on refuse la technologie, si on dit on veut plus de surface agricole, si on dit on a des friches industrielles ou des friches commerciales qu'on peut plus utiliser, que nous on a des solutions parce qu'on peut mettre derrière des nouvelles technologies et qu'on nous interdit derrière de les utiliser, je pense que ça va pas matcher très longtemps. Alors, ceci dit, c'est là où on est sur la diversité des allégations. L'important, c'est que les mots disent ce que c'est. Qui est un bio engagé, qui est, vous voyez, entre la certification de la transition, entre l'aboutissement de cette transition, entre les objectifs que chacun se sont assignés. Les allégations peuvent être différentes. L'important, c'est la connaissance que peut en avoir le consommateur et le choix qu'il peut en avoir. Donc pour moi, il y a 3 critères. C'est la qualité de la certification, et bio ne résume pas tout. Et bio, quand on va, tu me rappelais tout à l'heure que j'ai été visiter ton usine il y a 20 ans, on était tous les deux des valets du productivisme, hein, c'est à l'époque. Aujourd'hui, quand on va visiter ta laiterie ou quand on va visiter les 2 vaches, derrière lequel se cache aussi le marketing de Danone, c'est bio, c'est équitable, c'est coopératif, après. Ça fera partie des discussions que vous aurez cet après-midi. Bio, c'était un mode de production. Après, notre société aspire à autre chose en RSE, etc. Donc, qualifions-le, certifions-le, contrôlons-le. Mais c'est atteignable, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un problème d'ambition. C'est un problème d'ambition. Qu'en pensez-vous ? Je vais aller dans le sens de... Non, mais je vais pas parler longtemps. Je vais aller dans le sens de Monsieur Leclerc. Je pense que
Le gros enjeu aujourd'hui, c'est que la bio a des objectifs de moyens. Donc ça s'est construit comme ça sur un cahier des charges technique. Alors certains distributeurs ont choisi d'aller plus loin, d'autres à différents endroits. Il y a aucun, moi je veux pas être perçu comme quelqu'un qui soit fermé. Au contraire, je suis dans une logique d'ouverture. Il n'y a aucun problème là-dessus. La question aujourd'hui, c'est comment on construit une offre de résultats et comment la valeur qu'on crée, qui est peu visible par le consommateur, parce qu'elle est sur des filières, sur la composition des produits, sur la coopérative. La coopération coûte plus cher que, enfin voilà, vous le savez, avoir un réseau d'indépendance est plus complexe à animer, à diriger. Comment on intègre et qu'on fait comprendre cette valeur-là au consommateur et jusqu'à quand il est prêt à payer. Et là, je pense que la grande force de l'enseigne nucléaire, c'est justement le travail entre la valeur réelle et la valeur perçue. Nous, on a à faire, Biocoop, aujourd'hui, parce que pour plusieurs raisons, on a du mal à vendre ce qu'on crée, à vendre la valeur, à justifier notre prix. Parfois, il est parfois incompris. Et on a à travailler aussi sur notre structuration. On a à grandir. En termes de commerce, etc. On ne s'est pas construit sur le commerce. Il y a beaucoup de questions sur ce thème-là. En gros, comment assurer la transparence? Comment ça marche cette transparence? Avec quelle garantie? Avec quelle certification? Il y a beaucoup de questions sur ce plan-là. Pierrick de Ronde, rapidement. Et puis oui. Pour moi, la perception que j'ai de la consommation aujourd'hui, c'est une transparence totale. Alors ça veut dire des systèmes d'information, ça veut dire plein de choses, ça veut dire des nouvelles technologies. C'est que le consommateur ait accès à tout ce que fait l'entreprise, à tout ce qu'elle crée, à toutes les externalités positives et négatives, dans une logique de progrès et voilà, il y a un contexte, on en est là aujourd'hui, voilà où on veut aller, comment on progresse vers ça, les obstacles qu'on rencontre, et de jouer la transparence totale. Alors, de là à y arriver, il y aura du chemin, mais en tout cas, pour moi, c'est l'objectif d'une entreprise aujourd'hui, de mettre du sens dans tout, et pas uniquement par des moyens de communication ou de marketing. Les consommateurs vont vouloir être acteurs, ou en tout cas pouvoir percevoir par eux-mêmes et comprendre par eux-mêmes ce que fait l'entreprise. Oui. Qui veut aborder la question? Je vais juste rajouter une petite chose, parce qu'en effet, on est tous d'accord sur la transparence, sur la traçabilité, sur le fait que la bio, c'est juste un support pour communiquer sur le mieux manger, le manger sain, le manger durable, le manger éthiquable, qui prend en compte aussi le bien-être animal, les enjeux écologiques, tout ce que vous voulez. On est d'accord là-dessus. Par contre, là où c'est difficile, c'est que pour autant, l'autre chose, c'est qu'on sait qu'un Français sur 6 regarde son panier et est à près de 10 € près. 10 €, ça le fait changer d'avis. 14% des Français sont à 1 € près. Donc, cette notion de prix accessible pour le consommateur, il faut que, vous avez évoqué des solutions et je les ai entendues, mais il faut quand même que ça soit quelque chose sur lequel on puisse communiquer. Nous, on met plein de choses en place. On met de la carte de fidélité, par exemple. On fait 5% sur les fruits et légumes et sur les produits bio. Et au bout de 4 passages, notre client il gagne 10%. Donc, on l'encourage à acheter bio par des biais comme cela. On peut baisser nos marges, on peut travailler avec nos filières, faire des contrats sur des accords sur les prix pour préserver les producteurs. Mais tout ça, au final, si on veut créer un vrai mouvement de fond, ce sera insuffisant. Et malgré la bonne volonté de tout le monde et du monde de la distribution. Oui, je voudrais cette vocation sociale quand même. On la jette en pâture du conflit industrie-commerce. Faut quand même. Moi, je me suis personnellement engagé. J'ai fait engager les centres Leclerc dans la lutte contre le cancer. On a toutes les enseignes participent à des campagnes, etc. Mais on est le premier contributeur de la Ligue contre le cancer. Nos clients sont les premiers contributeurs, nos salariés, etc. Et donc,
pour être crédible et aussi parce que c'est un sujet qui m'est proche, je suis au milieu de gens qui sont atteints de cancer. J'essaie de voir où on va affecter cet argent. Et j'entends ça. Vous nous dites que on lit ça partout dans la presse, les produits transformés sont source de cancer, etc. C'est mieux de manger bio. Statistiquement, on a moins de chances d'attraper le cancer si on mange bio. Mais moi, je gagne 1600 balles par mois, je gagne 1200 balles par mois. Si j'ai pas accès à ce qui est bon pour ma santé, c'est dégueulasse. Oui. Donc, moi, je suis sensible à cette expression, et on est tous sensibles à cette expression primaire, mais réelle. Et donc, même si on est d'accord, il faut pas faire de faux procès ici ou d'inventer des citations, même si on est tous d'accord que produire bio, ça coûte plus cher, la question de la marge avec laquelle le commerçant vend son produit bio, elle impacte pas forcément le coût de production. Et donc, j'insiste, moi je pense que le bio ne peut pas se servir, enfin les distributeurs de bio ne peuvent pas se servir de la charte bio non plus pour marger plus que bio. Hein. Et donc le prix du bio, ça doit pas être un sujet tabou. Ça ne doit pas être un sujet tabou. Et on parle de transparence, faire apparaître les marges. Et je crois qu'il y a un observatoire qui vient d'être créé sur les marges des produits bio. Je trouve ça très bien. On va en parler cet après-midi avec le député Jean-Baptiste Marot. Voilà. Alors, voilà. Donc c'est une de demande du rapporteur. Au moins, sortons de ces querelles qui deviennent des querelles de boîte. Moi, je cherche pas le monopole du prix bas, mais nos consommateurs. Les consommateurs ont le droit de pouvoir accéder au bio et on a le droit de leur dire que notre bio est moins cher et sans être pour autant accusé de vouloir brader le bio. C'est culturellement, alors là aussi, changement de paradigme, y compris pour les militants du bio, il faut qu'ils acceptent ça. Sinon, il n'y a pas démocratisation du bio. Vous voyez ? Alors, le prix, on va y venir. Alors, le petit sondage de tout à l'heure, je pense qu'on peut voir les résultats, n'est-ce pas ? Ça va, je pense, être projeté sur les écrans. Donc, je rappelle la question portée sur... Voilà. Alors, selon vous, quelle sera la part du bio en 2050 ? Entre 25 et 30, 32. 32 également, entre 30 et 40, donc c'est plutôt élevé. 25%, 50. Et entre 10 et 20, 12. Il y a visiblement une progression importante. Vous auriez voté quoi, vous ? Vous auriez dit quoi ? Rapidement. Moi, j'aurais dit 30%. Donc, 30%, d'accord. Donc vous êtes d'accord avec tout le monde, c'est bien. Bah non, tout le monde est d'accord avec moi. C'est pas une critique, hein, veut dire, il a raison. Hein. Vous auriez dit quoi, 30% en gros ? J'arrive. Si c'est du bio français, je sais pas quel est le pourcentage. Oui, bien sûr, c'est une des questions. Non, mais c'est parce que on peut imaginer ça vu du point de vue consommateur. J'aspire à ce qu'il y ait au moins 30%. Bien sûr. Mais du point de vue de la mutation des terres agricoles, de la disponibilité des terres agricoles, je ne sais pas si vraiment c'est sérieux d'imaginer ça. Non, puis c'est le risque avec la quantité d'importer des produits bio qui n'ont pas la même valeur. Alors après, attends, on peut pas dire. C'est un sujet tabou ici, en France. Si la France ne produit pas assez de bio, mais qu'il y a du bon bio à l'extérieur, faut pas non plus discréditer le bio parce qu'il est à l'extérieur. Ou c'est bon pour la santé, ou c'est pas bon pour la santé. On peut en vendre aussi. Donc c'est là où les. Oui, c'est le problème des distances et du transport et voilà. Mais avec un bilan carbone qui est moins bon que si c'est du local. Donc c'est là aussi, non seulement il n'y a pas les purs et les impurs, mais c'est probablement des histoires de compromis dans les choix. Sachant quand même que depuis plusieurs années, on a quand même cette chance que le marché de la production en pourcentage et le marché de la consommation, ils ont à peu près les mêmes pourcentages. Ça ne veut pas dire que ça couvre tous les mêmes produits, bien sûr, mais en l'occurrence, ce qui compte beaucoup, c'est aussi quel va être l'accompagnement en dehors des pouvoirs publics, qui à mon avis n'ont plus un rond pour vraiment aller beaucoup plus loin. C'est quel est l'accompagnement réel que les réseaux de distribution, quels qu'ils soient, spécialisés ou non, vont être capables de faire pour qu'on accompagne vraiment plus de conversion. Juste rapidement. Est-ce que vous pensez vraiment que les mecs du Crédit Agricole qui financent actuellement des exploitations conseillent les agriculteurs pour aller vers 30% de bio? Parce que si aujourd'hui, il faut parler concret. Vous nous direz, si vous nous parlez concret, mais moi, dans mon ouest français, et on était en retard par rapport au bio, on a du mal à trouver du porc bio, etc. C'est les gars du sud-ouest qui ont tiré le premier. Mais sur l'ouest, beaucoup de mon environnement, y compris amical et agricole, il est financé dans la partie
classique et pas dans la partie conventionnelle et pas dans la partie bio. Hein. Alors on va juste une petite phrase. Rapidement, Rapidement, promis. Je trouve que ça c'est très très optimiste, voire utopiste. Mais par contre, ça veut dire que ça va peut-être être pas forcément de l'agriculture bio, mais ça peut être de l'HVE. Ça peut être autre chose. On peut être sur des techniques de. La question c'est sur le bio. Hein. Oui, mais ça c'est sûr que c'est pas possible atteignable. Mais par contre, comme vous avez tous la volonté d'y aller, peut-être qu'on aura quelque chose. On mangera mieux, on mangera plus sain, on aura peut-être d'autres choses que l'agriculture bio pour répondre positivement à cette demande-là. Alors, on va consacrer 10 minutes au prix quand même, un quart d'heure, et puis on essaiera de prendre des questions. Il y en a tellement, j'essaie de les trier, c'est compliqué. Bon, les résultats d'un autre sondage, mais ça c'est une vraie maison de sondage qui l'a effectué, c'est Opinionway pour l'agence bio. Donc, elle porte sur la satisfaction, vous allez le voir apparaître, à l'égard de l'offre des produits bio par la grande distribution. Alors c'est intéressant parce qu'on voit que pour 61% des Français, par exemple, c'est la variété de l'offre des produits bio. L'offre de produits bio issus du commerce équitable satisfait 57% et les emballages des produits bio 52%. Et là où c'est plutôt négatif, donc c'est les informations sur l'origine des produits bio, 49% qui trouvent que c'est pas assez. Le prix des produits bio évidemment, 36% qui approuvent seulement les prix, ça signifie que tous les autres trouvent que c'est trop cher. Et puis la transparence et la rémunération des producteurs de produits bio. C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a évidemment cette question du prix, elle est centrale, c'est pas une surprise. Pierrick Deronne, vous dites que le prix c'est pas un problème finalement, que vous vendez des produits mais avec autre chose avec, c'est ça? Oui, alors c'est pas que c'est pas un problème. Bien entendu que la question du prix c'est pas notre point fort chez Biocop, le prix consommateur. La question c'est à qui on s'adresse. Forcément, il y a de la pauvreté, on a vu qu'elle augmente en France. Bon, pour moi, c'est une question politique, c'est pas forcément une question. En tout cas, Biocop n'en a pas fait une raison d'être. Voilà, il y a vraiment une question politique à répondre à ça. Il faut certainement subventionner, travailler la fiscalité, l'accès à l'alimentation de qualité n'est pas une préoccupation uniquement des distributeurs. Après, la question du prix, elle est dans la construction. En tout cas, je vais parler de l'histoire de Biocop, mais on construit le prix par des sommes de valeur, des sommes de rémunération à différents niveaux. Ça peut faire un prix un peu compliqué à comprendre par rapport à un monde conventionnel qui a travaillé le prix par la déconstruction, qui est parti du prix de vente consommateur, de l'attente consommateur en termes de prix. Et ça a amené pendant une vingtaine d'années beaucoup d'accès à la consommation, etc. Ça a été vertueux au départ. Aujourd'hui, on voit bien que on est engagé dans des logiques de promotion et les distributeurs qui ont voulu en sortir à un moment donné ont du mal. Auchan a essayé à un moment donné de sortir de cette logique uniquement de promotion de carte de fidélité. Et il y a eu beaucoup de difficultés à rencontrer ces consommateurs. Et donc, comment on sort de cette logique de déconstruction? On explique le prix et ensuite on doit le justifier. Et pour le coup, on a du travail. Et moi, j'ai aucun problème là-dessus. Biocop doit arriver à baisser ses prix dans l'avenir. Et c'est un travail qu'on entame pour justifier, etc. Et pour terminer, et c'est sans jugement de valeur par rapport à... on a des métiers différents. Voilà, nous je l'ai dit tout à l'heure, on représente une goutte d'eau dans la distribution alimentaire générale. Oui. Notre objectif, nous, est peut-être plus sociétal que commerçant. Voilà, point. Après, je pense que vous ferez du prix bien mieux que nous. Ça, et à terme, voilà. Moi, ce que je crains juste et ce que je souhaite, en gros, c'est la guerre des prix entre vous. C'est quand est-ce que vous allez la déclencher? Quand? Comment? C'est toute une question, et nous, on sera peut-être un dommage collatéral. Mais ce qu'on souhaite nous, c'est de pousser la réflexion et de. Alors, j'entends, mais bon, on est certainement un peu poil à gratter du coup aujourd'hui dans cette table ronde. Je l'entends, et à la limite, tant mieux. C'est peut-être notre rôle sur le marché de la distribution. Alors, y aura-t-il une guerre des prix? Quand dans ma ville, tu es un distributeur comme les autres, et donc quand je passe de Picard à Biocop, à Bio C'est Bon dans la zone industrielle nord de Concarneau, que je vais au Leclerc ou à Intermarché, le consommateur, il regarde
Et bien sûr, il s'est marqué Biocoop. Il regarde si tes fruits sont bons, il regarde si les produits sont bien, et il regarde le prix. Donc, tu peux pas t'exonérer, tu l'as dit toi-même, quand tu dis, mais par contre, là où tu déconnes, c'est quand tu dis, je vais vous regarder vous battre pour le consommateur et on verra les dommages collatéraux. Ben non. Si tu viens avec nous dans cette problématique de l'accessibilité, ben forcément, ça étendra le champ de l'offre accessible et du coup, c'est un marché qui va se développer, parce que la demande, elle est forte, on le voit bien. Donc, faut pas s'exonérer. Il n'y a pas le marché contre le non-marché. Tu es aussi sur un marché. Et puis, quand tu dis, nous, on a cette vertu, tu dis c'est pas ça comme ça, mais nous, on procède différemment. On procède par addition de rémunération en amont. Mais les salariés, ils fonctionnent pareil. Les salariés consommateurs ou les retraités consommateurs, ils ont aussi leur masse de marge, hein, leur petite retraite, ils fonctionnent aussi comme ça. Et forcément, le marché, c'est la confrontation entre ce qu'on peut payer et l'offre qui est proposée. Donc, en fait, il faut trouver des règles saines de marché, mais on ne peut pas éviter le marché. Je voudrais quand même rappeler que sur d'autres marchés, on est arrivé à trouver des valorisations et des segmentations sans qu'il y ait ces polémiques-là. Dans le marché du vin, il y a 30 ans, enfin, quand je suis rentré dans les centres Leclerc, les chais de Jean-Baptiste Doumingue brûlaient à Sète, un magasin Mammouth brûlait à Narbonne parce que les syndicats agricoles gueulaient contre les importations de mou de vin algérien, du vin des différents pays de communauté européenne, etc. Depuis, aidés par la restauration, des grands chefs restaurateurs, par des politiques publiques, on a arraché la mauvaise vigne, on a fait de la bonne vigne, mais ils ont surtout sur l'initiative du syndicat des vins de Bordeaux, travailler le marketing, travailler le positionnement, travailler la composition. Et aujourd'hui, vous trouvez des grands vins à côté des petits vins. On arrive à justifier des allégations différentes. Si vous prenez un marché plus proche, qui est celui de la volaille, quand vous voyez les poulets de Loué, c'est quand même des producteurs. Ils sont pourtant pas tous coopérateurs, mais derrière le label rouge, derrière le bio, ils arrivent à sortir de la dictature du cours. Moi, je pense que c'est à ça que nous, distributeurs, et Carrefour l'a fait avec Madame Jacquet il y a 30, je sais pas, je veux pas la vieillir, mais 20 ans. C'est pour ça que c'est plus facile de parler des autres, parce que c'est plus crédible, mais en fait, les distributeurs peuvent énormément apporter ces savoir-faire à des producteurs qui ont produit sans travailler sur la relation au consommateur. On peut vendre plus cher, trouver plus de rémunération si on arrive à le justifier. Et il y a la sémantique, il y a la photo, faut pas nier, t'as fait des films comme ça. Et puis il y a la qualité des produits, les allégations, les certifications. Mais c'est ça qu'il faut développer. Et je pense il n'y a pas d'ennemi dans cette histoire. Il n'y a que tout le monde peut y trouver durablement son compte. Alors, je vais un argument aussi qui peut être pour l'accessibilité du prix au bio, c'est qu'il faut qu'on travaille en local. Ne serait-ce que pour simplement éviter les coûts de transport. Et travailler en local, vous le faites bien, des fois même vous êtes en hyper local. Nous, chez Intermarché, on le fait parce qu'on est 1800 points de vente, on a un point de vente tous les 17 km. Et quand il y a un petit producteur autour de chez nous qui fait du bio ou qui fait du maraîcher, eh bien, il peut aller directement dans notre point de vente. Et là, c'est du circuit court, sans intermédiaire, et c'est immédiatement répercuté dans le prix au consommateur. Moi, je vois à Dole, j'ai un fournisseur de bio qui nous fait. Puis c'est pas tout le temps, il n'y a pas besoin d'avoir des gros volumes. Il nous fait que les légumes d'hiver. Bon, les légumes d'hiver, il nous fait les pommes de terre, la carotte des sables, les panais, enfin les légumes anciens. Hop, il a sa production, il sait qu'il va pouvoir l'écouler chez nous. Il peut investir de plus en plus pour l'année suivante. Et cette sécurité-là, on l'a fait nous au niveau chacun de nos points de vente et de nos entreprises indépendantes. Avec les PME, c'est pareil. Les petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens d'être en box de négo, eh bien, on peut les avoir en direct ou dans nos SCAPR, c'est-à-dire dans nos achats régionaux. Et c'est pareil. À chaque fois, le but du jeu, en fait, c'est de leur donner de la visibilité et de la durabilité. Ceux qui s'engagent dans le bio, en général, qu'ils soient producteurs, éleveurs,
agriculteurs, c'est des gens qui y croient, qui ont une foi dans une espèce de croyance et de foi dans le mieux manger. Et nous, on est là pour les aider à investir, les aider à s'inscrire dans la durée. Alors, Benoît, et puis on vous donnera la parole après. Hein. Non, un dernier mot par rapport à ce qui vient d'être l'échange qu'on vient d'avoir. Je pense que sans faire d'angélisme, parce que c'est inutile, je pense que on a quand même une vraie chance avec le bio, c'est que on peut encore aller plus loin par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Je prends un seul exemple pour rebondir sur l'histoire du ruissellement des EGA. On a quand même une vraie question, c'est que on peut plus avoir cette dichotomie de perception par les consommateurs de distributeurs qui seraient censés s'enrichir et d'agriculteurs qui manifestement ne couvrent plus leurs besoins, ne serait-ce que alimentaires, quand on voit le niveau moyen de rémunération. Je pense que ça, c'est une vraie chance pour le bio, parce que on va être capable, par le fait de mieux analyser, y compris ceux qui sont adhérents de coopératives, quel est le montant final qui est payé aux producteurs, que ce soit sur le domaine de la viande, que ce soit sur le domaine du lait, peu importe, ou d'autres domaines. Je pense qu'on a des vraies chances pour pouvoir aller plus loin. Ça reste encore un micro-marché à 5 ou 6%. Donc on peut parfaitement en servir de modèle ou d'exemple. Et quand on parle effectivement de déclinaison ou de connaissance réelle des prix de production, je pense que là aussi, alors à supposer que ça soit fait par des organismes indépendants, hein, et là encore, moi j'appelle tout à fait de nos voeux, et au niveau de la LCD, on est en phase aussi là-dessus, en disant mais avançons pour on ait vraiment des indicateurs qui soient déterminés par des tiers et qui nous permettent ensemble, non pas de se jeter l'anathème, parce que c'est totalement inutile, je suis tout à fait d'accord, mais au contraire, de réunir, en tout cas de donner au niveau des consommateurs une image du distributeur et une image du monde agricole et de la transformation qui soit en tout cas sur une démarche commune vers une obligation plus simplement de moyens, mais d'obligation de résultats. Et la demande de transparence, elle est importante. Hein, on le rappelle, on l'a vu il y a 2 minutes avec le sondage. Emmanuel, pour conclure, et puis on vous donne la parole. Pour compléter, je pense que le phénomène de la transparence et de la cohérence, il est fondamental, hein, de mettre bien tout en ligne. Et puis aussi dire que je pense que on est beaucoup là sur l'axe la responsabilité de l'agriculteur, de l'industriel, du distributeur, etc. Moi, je pense qu'il faut aussi qu'il se passe quelque chose sur le budget des ménages aujourd'hui consacré à l'alimentation est inférieur à 15%. Quand on va voir l'éducation nationale et qu'on souhaite de façon leur parler je suis président du collectif du petit déjeuner, et qu'on souhaite dire il faut remettre de l'éducation à l'alimentation dans les écoles, remettre parler de la cuisine, de faire de la cuisine, etc. à nos enfants, parce que notre génération c'est un petit peu perdu. On n'a pas de porte ouverte à ça. Donc je pense que ça passera aussi très clairement par une vraie politique d'éducation et de pédagogie alimentaire sur quel est le véritable coût d'une bonne alimentation. Et je suis pas convaincu qu'on explosera le budget des ménages parce qu'on mange effectivement une agriculture avec une alimentation saine et durable. Et bien par contre derrière qu'on fasse vraiment comprendre aux gens que c'est leur qualité. Et d'ailleurs sur un raisonnement macroéconomique, je pense que c'est derrière moins de maladies, c'est moins de dépenses, c'est peut-être aussi d'autres problèmes qu'on voit et qui permettent de se régler. Et c'est surtout par rapport à la crise qu'on a pu connaître des gilets jaunes, je pense que c'est redonner sa place et de l'importance au territoire et je dirais à remettre ce qui fait notre patrimoine gastronomique, notre diversité, nos façons de penser, nos façons d'agir et qu'on se respecte. C'est du vivre ensemble qu'il faut redévelopper par l'éducation et la pédagogie. Bien. Nous en reparlerons cet après-midi d'ailleurs. Alors, il y avait une question, allez. Et s'il y en a d'autres, il y en a beaucoup. Oui, bonjour, donc Stéphanie Pajot, éleveuse bio en Loire-Atlantique, ancienne présidente de la FNAB, et voilà. aujourd'hui secrétaire nationale en charge des relations avec les acteurs économiques et du commerce équitable. Alors, évidemment, je suis un petit peu frustrée de ne pas participer à la table ronde parce que juste en introduction, mais en introduction, on parlait de coopération. Et la coopération, elle se fait pas uniquement entre, il faut qu'elle se construise et que donc tout le monde soit autour de la table. Mais c'est pas grave. Effectivement, j'évoquerai la position des producteurs cet après-midi. Ce qui a manqué un petit peu, je trouve, moi, ce que j'ai bien aimé dans le débat, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on fait des constats. Il y a des pratiques commerciales qui ont fait d'énormes dégâts les années précédentes et qui ont laissé, évidemment, ont traumatisé beaucoup de professionnels de la bio et du conventionnel. Mais aujourd'hui, il faut qu'on construise l'avenir. Et la construction de l'avenir, c'est le développement de l'agriculture biologique en France.
et une bio cohérente et exigeante. Et effectivement, la porte d'entrée, c'est le cahier des charges européen. C'est clair. Mais il faut que dès maintenant, on aille au-delà de ce cahier des charges européen, parce qu'effectivement, le pilier social n'est absolument pas pris en compte dans le cahier des charges européen. Et donc, il y a le pilier environnemental qui manque. Et donc, je ne peux m'empêcher de réagir à certains propos sur le refus de la technologie. Excusez-moi, les serres chauffées aujourd'hui, c'est pas un refus de la technologie. C'est simplement qu'on parle de transition agricole, on parle de transition alimentaire, de transition énergétique, et on nous propose des serres chauffées en France. C'est pas pour la bio, ce n'est pas possible. Donc, ce combat, on l'a mené parce que il faut penser à la bio de demain et à la transition globale de la société française. Donc, ce n'est pas de refus de la technologie. On utilise sur nos fermes Internet, on utilise, comment dirais-je, des drones et compagnie, mais il y a un minimum à prendre en compte. Et de même qu'il y a 20 ans, on a refusé les OGM en nous disant vous êtes des arriérés, c'est l'avenir de l'agriculture. Et on voit aujourd'hui où en sont les OGM. Donc, je pense que c'est important de co-construire. Et moi, il y a eu quand même un propos qui nous intéresse, en tout cas, c'est sur la construction d'un fonds collectif, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, chacun, il va de ses spécificités, de ses constructions de filières, et c'est logique, parce que vous êtes concurrents, parce que vous voulez chacun aller sur vos spécificités. Mais est-ce qu'on est capable demain de collectivement construire un fonds où on se met autour de la table et on parle de la bio de demain et comment on la construit. Ok, merci. Bon, très bien, vous êtes d'accord? D'accord pour lancer un fonds. Hein, voilà. Alors il y a plein de questions, il y en a au-dessus, là-bas. Comment? Un fonds commun, qu'est-ce que j'ai dit? Un fonds. Un fonds. C'est le commun. Un fonds. Un fonds commun. Alors, il y avait des questions, oui, c'est parti. Bonjour, je me nomme Bernard Caroff, je suis producteur de tomates et de fraises en Bretagne. Bonjour Emmanuel, ça fait longtemps. Je suis en voie de reconversion vers le bio pour l'ensemble des éléments qui ont été avancés. J'avais principalement trois remarques. C'est une remarque vue du terrain. La première remarque, c'est que un battement d'aile à Paris, ça peut se traduire par une tempête dans les campagnes. Je souscris à ce que disait Michel-Édouard Leclerc, que il n'est pas souhaitable qu'il y ait des campagnes entre concurrents. Il est tout à fait juste, c'est normal, c'est le marché, c'est la bagarre commerciale, et c'est même probablement souhaitable. En revanche, on a connu en Bretagne et dans d'autres régions françaises des gens qui, entre les agriculteurs conventionnels et les agriculteurs bio, ne se parlaient plus. Donc, pour des raisons idéologiques, sectarisme, tout ce que vous voulez, et je pense qu'il est souhaitable de faire attention sur ces aspects-là. Il y a beaucoup de drames dans les campagnes et il est important qu'il y ait de la compétitivité entre vous, mais qu'il y ait une compétitivité qui fasse attention. Encore une fois, un battement d'aile à Paris, ça peut se traduire par des haines dans les campagnes. Et je connais des gens qui, entre voisins, parce qu'il y en a un qui est passé au bio et l'autre qui est resté en traditionnel, ne se parlent plus. Donc, des voisins dans les campagnes qui ne se parlent plus, c'est jamais très très bon. Donc, je souscris à ce que disait entièrement Michel-Édouard Leclerc, parce que ce sont des points qui sont peut-être pas de Paris, mais dans nos provinces, et en tous les cas en Bretagne, c'est vraiment très très important. Ça, c'est le premier point. Le second point est... Allez-y rapidement, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Hein, oui, alors le second point, c'est que je pense qu'il ne faut pas dissocier la notion de revenu pour les agriculteurs et de compétitivité des entreprises. Tout le monde doit gagner de l'argent, que ce soit Biocop, que ce soit Leclerc, que ce soit Emmanuel Vaznex dans sa coopérative laitière, ou nous, producteurs de tomates en Bretagne, on doit tous gagner de l'argent parce qu'on a des banquiers, on a des charges et que il faut pas montrer cet aspect-là du doigt. Et le troisième point, et c'est surtout sur ce point-là que je voulais intervenir, c'est la notion de la compétitivité de la filière. Donc, on ne fera pas de développement de bio en France pour la production s'il n'y a pas de compétitivité. Ça n'a échappé personne que nous avons atteint des sommets de charges fiscales et sociales, y compris pour le monde agricole, et que donc, s'il y a trop de contraintes sur l'ensemble des cahiers des charges
du bio en France. Bien entendu que les distributeurs auront toujours pour intention de remplir leur rayon du 2 janvier jusqu'au 31 décembre, et que donc ils iront chercher leurs produits ailleurs. C'est ce qu'ils font aujourd'hui parce qu'il n'y a pas assez de produits en France. S'il y a trop de contraintes, pas seulement sociales et fiscales, mais de cahier des charges et de l'ensemble des contraintes qu'on peut mettre en place, y compris pour les serres qui sont chauffées, moi je chauffe mes serres, le bio, il se fera en Hollande, il se fera en Espagne, pas forcément toujours dans les mêmes qualités, et ça sera au détriment de l'agriculture française et au détriment de la consommation du bio en France. Oui, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Oui. C'est vrai, enfin, je ne sais pas si vous êtes loin de Savéole, mais... Bon. Isabelle Caroff, c'est facile pour moi, c'est Finistère Nord, ce que je veux dire, c'est que Madame Pajot a raison. Il faut dire ce qu'est la charte pour que le consommateur... Aujourd'hui, aucune charte ne satisfait à l'ensemble des préoccupations sociales, environnementales, etc. Je ne sais pas si d'ailleurs, une fois, il y aura quelqu'un qui remplira tout le contrat. La vie est faite, pour moi, c'est au-delà de l'idéal. Enfin, même si on a un idéal, il se construit par les meilleurs compromis. Il y a un chemin vers l'idéal. Et d'ailleurs, quand on y arrive, c'est plus un idéal. Mais c'est une palissade. Je trouve ça vachement dur que les types de Savéole dans la région de Guipavare, le Quérion, etc., ils produisent selon des critères qui, du point de vue de la santé, du point de vue de l'environnement, sont formidables. Et donc, ils n'ont pas le droit au label bio parce qu'ils ont des serres chauffées. Chez moi, en Bretagne, on n'y coupera pas beaucoup. Mais en même temps, aux Pays-Bas, dans tout l'environnement d'Amsterdam, leurs concurrents produisent bio, ou disent qu'ils produisent bio. Et donc, qu'on se mette des contraintes, nous, éthiques, RSE très fortes, avec le même label que l'autre, ça marche pas, quoi. Et donc, c'est peut-être une question de productivité, mais c'est une question. Moi, je pense que il faut laisser le consommateur choisir le compromis qui est le sien. Vous voyez, c'est avoir un produit hollandais qui va arriver à Brest bio avec le label bio et un produit breton qui lui pourra pas s'appeler bio, ils perdent la bataille. Donc il faut être dans le réalisme. Oui. On peut ne pas chauffer les terres et à ce moment-là, ou les chauffer autrement. Mais je rentre pas dans le débat technique. C'est pour ça que je suis d'accord aussi. C'est pas un procès technologique. Dans la technologie, il y a des choix. Mais ils ont fait des choix assez judicieux, même du point de vue de l'environnement. Hein. Et ils ont des bilans carbone qui sont intéressants. Donc, c'est simplement que peut-être il faut avoir plusieurs types d'allégations pour que le consommateur, au moins, ce soit le consommateur, en l'occurrence breton, qui puisse choisir. Et peut-être que le consommateur breton, plutôt que d'importer du produit bio hollandais, il préférera choisir et il compensera par autre chose. Vous voyez, je fais court, mais... Sur le cahier des charges. Non, on peut dire aussi un mot par rapport à ça, c'est que une des réponses, c'est aussi les stratégies individuelles des marques. À la FCD ou chez Carrefour, on a fait en l'occurrence pour Carrefour un choix qui consiste à dire que sur des fruits et légumes, dès l'instant qu'ils sont à la marque Carrefour Bio, ils sont 100% d'origine France. Et on s'est engagé il y a plusieurs années et redoublé encore récemment à ne pas faire de serre chauffée. Ça ne veut pas dire qu'on ne vendra jamais de tomates. Elles ne seront pas à la marque Carrefour Bio. Dans ces cas-là, elles seront conditionnées à une autre marque. On pourra vendre du Savéole, mais dans ces cas-là, on ne revendiquera pas la marque Carrefour Bio. Je crois qu'on on peut avoir des éléments de réponse qui peuvent permettre cette montée en puissance. Après, le fait de rester sur un cahier des charges et de chercher à l'harmoniser au niveau européen pour qu'on soit effectivement toujours sur une bio qui reste très exigeante, ça, je pense que c'est absolument essentiel parce que c'est quand même la clé de voûte, c'est cette confiance des consommateurs dans un cahier des charges dont ils ne connaissent pas toujours les tenants et les aboutissants, mais néanmoins, c'est la répétition et l'amélioration de ce cahier des charges au fur et à mesure qui est la clé de voûte de la confiance et du développement du business. D'accord. Et juste pour juste alimenter, en effet, je suis complètement d'accord, mais et c'est le consommateur qui choisira, en effet, entre une tomate qui est bio mais qui est sous serre, ou une tomate qui est zéro pesticide, ou une tomate qui a été cultivée avec des principes HVE. Oui. Et tout passe par, en fait, du manger mieux, mais avec différents critères et de la transparence. Oui, c'est ça. Mais la bio, et là je vous rejoins, messieurs, la bio, il faut qu'elle reste
faut qu'elle reste pure, quoi, en gros. Et même s'il faut qu'on lui amène d'autres critères, puisque je crois qu'il y a un critère de bien-être animal, mais il n'y a pas un critère d'assurer la rémunération de celui qui travaille. Oui, voilà. Alors on a une question là-bas. Bonjour, Maria Pelletier. Alors moi, il y a une problématique qu'on n'a pas soulevée. On parle de prix et il faudrait peut-être se souvenir qu'en bio, il y a cette interdiction d'utiliser de la chimie de synthèse tout au long de la chaîne alimentaire. On a beaucoup parlé du monde agricole, mais n'oublions pas que c'est tout au long de la chaîne alimentaire qu'on s'interdit cette utilisation de produits chimiques de synthèse. Et je voudrais peut-être rappeler aussi que nos pouvoirs publics ont un rôle majeur à jouer dans la mesure où ça a un impact complet sur des coûts sociétaux qui sont très importants. Regardez vos factures d'eau. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, on paye plus la décontamination que l'eau elle-même. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette approche, et notamment de revoir peut-être la politique agricole commune pour qu'on aille plus dans ce sens-là, et qu'on se souvienne bien que le label bio, c'est bien une politique du sol à la table. Très bien. Qui veut répondre? Eric, peut-être. Je trouve que, voilà, regardez, on est entre entreprises là, quels que soient les modes, avec des modèles différents, avec des enthousiasmes forts. Mais vous voyez, il ne faudrait pas que notre débat valide ou cautionne le fait qu'il n'y ait plus de politique publique. C'est quand même extraordinaire. Moi, je suis d'une génération où jamais on disait jamais la République des entreprises. On va pas aller confier à Leclerc de dire ce qui est bon, ce qui est pas bon. Enfin, il y avait des parlementaires qui votaient des lois, etc. Et aujourd'hui, on nous demande de retirer des produits avec du glyphosate. Nous, on sait même pas qu'on les cherchait pas et on va chercher des traces. Enfin, on veut bien faire le job, mais c'est pas notre job. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là où les parlementaires ne définissent pas des politiques agricoles, des politiques d'organisation, de mise en marché, etc., on demande à des entreprises qui n'ont pas le droit de s'entendre quand même pour payer plus cher que le prix du marché. Donc c'est un truc, il faut sortir de ça. On ne sait pas faire avec ça. On peut polémiquer des heures et des heures. Et sur, moi je vais vous dire, c'est important de parler de ces erreurs parce que moi j'ai fait plusieurs conneries dans ma vie. Et j'ai aucun problème à raconter. J'ai voulu aller vite sur le retrait des sacs de caisse. J'ai commencé en 92 les sacs de caisse, les sacs jetables, en 92. Et donc il fallait montrer aussi des circuits de recyclage, etc. Et alors que les députés, il y a 3 ans qu'ils ont voté la loi. Nous, on a commencé en 92, et pendant ce temps-là, on est traité de mouton noir. Donc ça fait longtemps. Mais en voulant faire vite. Mais n'étant pas compétent scientifiquement, en lançant le mouvement, je me suis retrouvé face à Foodwatch il y a 3 ans, qui nous a interpellés et qui a dit « Et les perturbateurs endocriniens, vous en faites quoi ?» Je ne savais pas ce que c'était qu'un perturbateur endocrinien. Moi, je suis un littéraire dans l'épicerie. Et on vient nous dire « Ah ben oui, mais vous avez recyclé, vous avez fait des balles de carton, de plastique, etc. » Mais là-dedans, vous n'avez pas trié les encres végétales, les encres, voilà. Et là-dedans, il y a des perturbateurs endocriniens. Vous avez en plus voulu faire des économies d'emballage. Vous avez enlevé les petits emballages que tout le monde disait en trop, entre le riz et la boîte, les pâtes et la boîte. Et maintenant, on me dit, bah oui, mais chez le consommateur, si le paquet reste un peu long sur l'étal, etc., vous avez par l'humidité le risque de transmission. Franchement, où était l'État? Où sont les organismes? Nous, vous voyez, on est tous là volontaires. Parce qu'on est citoyen, et au-delà du rôle social et au-delà du rôle professionnel, on peut s'investir fortement par passion, mais on n'a pas forcément la compétence. Et donc, ok d'être jeté en pâture des systèmes d'alerte. Après tout, maintenant on a compris, on apprend à gérer, nos équipes apprennent à gérer. Mais par contre, les sujets, pour les sujets humains, ce serait bien que plutôt que d'être montré du doigt, on soit aussi accompagné. Alors, ce que demandent les agriculteurs, au fond, c'est de ne pas être montrés du doigt, mais je pense que tous les professionnels aujourd'hui ont besoin d'être accompagnés techniquement, scientifiquement. Moi, je sais pas ce que sais pas ce que je dois faire sur les nanoparticules. Vous voyez, tout le monde m'en parle. Tout journaliste me tend un micro et me dit qu'est-ce que vous faites sur les particules. Bon, je dis je suis contre. J'en sais rien. Enfin, franchement. Juste pour compléter par rapport à ce qu'il a dit, je pense que c'est vraiment c'est un sujet extrêmement important. Ça rejoint le sujet sur effectivement la politique européenne dans cette matière-là. La PAC est en train d'être repensée de façon effectivement différente. Et je crois que moi,
je dis qu'il faut un plan Marshall pour l'agriculture, mais c'est effectivement au pouvoir public de fixer un moment le cap. On n'a pas de cap aujourd'hui agricole ou agroalimentaire. Tu parlais Bernard des problématiques de compétitivité. En dehors des problématiques qu'on a de relation avec la grande distribution, on a 15% avec nos proches voisins d'écart de compétitivité entre le coût du travail, la fiscalité et maintenant l'aspect réglementaire. Donc je crois que effectivement il faut arriver à avoir un véritable dialogue avec les pouvoirs publics sur ces choses-là et de définir qu'est-ce que finalement on veut de cette alimentation, qu'on l'écrive et qu'on en fasse une alimentation de référence. Moi je pense que la France peut très bien, par rapport à sa technicité, être vraiment le poisson pilote de l'Europe au travers de ce que l'on peut faire. Parce que nous, les sujets, on les a. Moi, j'étais en Espagne il y a 15 jours. Quand ils regardent ce qui se passe avec des phénomènes comme Yucca, etc., ou ce qu'ont mis les États généraux de l'alimentation sur la table, ils sont subjugués. Eux, ils ont confiance dans leur alimentation. Alors que nous, on est en défiance permanente. Donc je pense qu'il faut qu'on se serve de ça, qu'on travaille, parce qu'on a plein d'axes à travailler et on est loin d'être parfait, et puis ensuite qu'on dise, ben voilà, nous on a vécu ça, c'est comme ça qu'on le fait. Faut pas oublier quand même qu'on a eu le sang contaminé et qu'on a quand même le principe de précaution nous aussi. Hein. Donc ça sclérose quand même pas mal les systèmes. Hein. Bien, voilà, merci beaucoup. Alors ne partez pas tout de suite, on va avoir un petit supplément gratuit de quelques minutes avec l'extrait d'un documentaire intitulé Douce France, et qu'on va vous présenter dans un instant. Le temps de remercier les 5 participants de cette table ronde et de vous applaudir. Voilà, merci à vous tous. Alors, Florent Gull, donc l'agence bio qui soutient le projet, puis on va appeler Geoffrey Coinon, qui est le réalisateur de ce documentaire dont Florent et Geoffrey vont nous parler. Bonjour. Voilà, prenez un micro. On va peut-être rester debout parce qu'on va faire court pour le lancement de l'extrait. Le plus important, c'est de voir le film. Pour beaucoup d'entre vous, vous étiez, certains d'entre vous en tout cas étaient présents il y a 3 ans dans cette même salle, hein, c'était au même endroit. On avait présenté un extrait du film qui était déjà en tournage, mais sur un angle assez différent. Encore une fois, on va pas refaire toute l'histoire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que ce film sur la valeur de la terre et dans sa dernière ligne droite, tu me disais que tu sortais de la salle de montage et que tu y retournais juste après. Donc on est à quelques encablures maintenant de la sortie en salle de ce film qui, comme tout documentaire, en particulier des documentaires engagés sur la question agricole alimentaire, et forcément a besoin d'aide, besoin de coups de main, besoin d'un soutien collectif. C'est aussi pour ça, évidemment, qu'on t'offre cette tribune, mais le mot est un peu fort, en tout cas qu'on permet cet échange. On a volontairement choisi de le faire avant de passer à table, d'abord parce que le moment où on est moins réceptif à des discours très théoriques, là on va être dans du concret, et puis surtout ça permettra de poursuivre les échanges pendant le déjeuner, avec Geoffrey en particulier, sur qui pourrait éventuellement avoir envie d'en savoir plus, et le cas échéant, bien entendu, de soutenir la diffusion de ce film. À l'époque, il y a 3 ans, un certain nombre de personnes présentes dans la salle avaient participé à une réunion avec toi pour aider à trouver des financements concrets. Donc tant mieux, et tant mieux que ça puisse continuer. Donc voilà, le projet a beaucoup évolué. On va pas rentrer dans le détail encore une fois parce que ça nous amènerait même à une actualité récente sur les décisions annoncées par le gouvernement sur Europa City, comme quoi on peut être réalisateur, travailler avec le terrain et avoir la perception des enjeux d'actualité très acervés. Donc tant mieux. Je te laisse dire 2 mots quand même sur où on en est, surtout le calendrier de sortie espéré en tout cas du documentaire en salle, et puis après on regardera ce tout petit extrait qu'on a choisi ensemble parce que pour moi il traduit vraiment l'un des angles forts de ce film, c'est-à-dire l'inclusion avec les habitants des territoires. Et pour une fois, on va moins parler dans un premier temps de territoires ruraux, mais c'est les deux, c'est territoires ruraux et territoires urbains, et on va voir la confrontation très intéressante entre des jeunes de cité, de banlieue, je sais plus comment on doit dire pour pas parler politiquement correct, enfin en tout cas des jeunes qui habitent pas loin d'une zone qui pourrait soi-disant devenir une zone d'attrait commercial et d'attrait de développement économique comme on entend souvent, mais qui pour l'instant sont des terres agricoles à préserver. Donc voilà l'enjeu aussi de ce documentaire. Alors, juste en 2 mots, donc effectivement je sors de la salle de montage, on va sortir le film en fait en salle en 2020. Donc ça s'approche à grands pas. En fait, on est dans le département, ce qui est intéressant, le plus pauvre de France et le département aussi le plus jeune de France. Donc c'est en Seine-Saint-Denis. On a suivi donc ces jeunes lycéens. Et en fait, ce qui est intéressant, vous allez voir les premiers extraits, c'est leur métamorphose.
quand on met les moyens en termes d'éducation, en termes de sensibilisation et surtout qu'on sort du lycée, qu'on va vraiment sur le terrain rencontrer des agriculteurs de l'agriculture biologique, il y a plein de choses qui changent positivement. Et donc voilà, et le film est au cœur de la démocratisation justement de l'agriculture biologique et de tous les enjeux agroécologiques qu'il y a autour. Donc voilà, ce qu'on voudrait avec le film quand il sortira en fait en salle, c'est changer d'échelle justement, aller plus loin et que ça soit accessible à tout le monde. Donc voilà, et on est là avec mon collègue Thomas Payen jusqu'à 14h, après on retourne en salle de montage, mais pour vous rencontrer, et on va faire passer quelques feuilles si vous voulez avoir des nouvelles du projet et vous associer donc à la sortie du film. Voilà, on va faire passer quelques feuilles, je crois, faire remonter. Bonne découverte. Tu parles de 2020, tu as une petite idée du calendrier ou c'est trop tôt pour... On est en discussion justement avec le distributeur du film. Voilà, je peux pas vous en dire plus, ça sera en fait courant 2020 et justement on est en train de voir par rapport aux événements qui sont prévus pour associer l'ensemble justement des acteurs en fait de l'agriculture biologique, des alternatives en fait pour qu'on puisse aussi sortir aussi progressivement de l'entre-soi. On est en train de réfléchir à une stratégie là-dessus et c'est vraiment important. Voilà. Bonne découverte. Tu vois, ce qui est à la mode maintenant, c'est plus... Enfin, à la mode. J'exagère. Ce serait, tu vois, de travailler dans un bureau, tu vois, les métiers comme ça un peu et tout. Et agriculteur, tu vois, c'est un peu l'opposé. Franchement, moi, personnellement, j'aime pas la nature. Donc, ouais. Après, je dis pas que c'est pas stylé, mais moi, c'est pas ce que j'aime personnellement. Ouais. Donc, c'est bon. Verdict? Moi, j'aime. Ça passe. C'est pas mal, ça passe. C'est pas ce que j'ai l'habitude de manger. Je t'en mets un petit, Jennifer? Allez. Ouais, c'est vraiment bon. Quand vous voyez ça, vous êtes content? Ah, mais je suis trop content. Parce que quand notre sol, il est vivant, ça veut dire que pour faire pousser des épinards, on va pas être obligé de mettre des engrais, des pesticides, des trucs comme ça, mais le sol va de même nourrir ces épinards-là. On a 3 personnes qui travaillent à temps plein. On nourrit 200 familles, ça fait 600 personnes qui mangent des légumes sains juste à côté, alors qu'on a que 4 hectares. Tu pourrais, si tu multiplies ce chiffre-là, tu crées quand même pas mal d'emplois, quoi. On a cueilli c'était des épinards, enfin des légumes. Il nous a expliqué l'agriculture bio, tout ça. Et il a dit que c'est quoi l'agriculture bio, en fait? C'est une agriculture où ils n'utilisent pas d'engrais, tout ça, là. Et ils respectent la terre. Par exemple, tu vois, ils laissent comment ça s'appelle, les micro-organismes. Par exemple, les vers de terre, tout ça qu'il y a dans la terre et tout, ils cherchent pas à les exterminer, tu vois. Et ils s'en servent pour justement faire améliorer la qualité de son sol. Les feuilles de manioc, à chaque fois, c'est papa qui les ramène quand tu reviens. Oui. Et tu peux pas en acheter ici. Si, il y en a ici chez les Chinois, mais c'est pas le même goût, en fait. Je trouve que, je sais pas, mais c'est pas pareil, en fait. Il y a pas de pesticides, des trucs comme ça chez nous, là-bas. Chacun cultive ça à côté, juste à côté de la maison, quoi. Chacun a un petit jardin, là, avec les légumes à côté et tout ça. Pour préparer, il suffit juste d'aller derrière la maison, tu coupes tes légumes et tu viens préparer. C'est ceux qui sont dans le centre-ville, comme c'est cimenté partout, goudronné partout, donc il n'y a pas de jardin au centre-ville. Ici c'est encore du luxe, hein, le bio. Parce que moi, par exemple, quand j'achète, moi je fais attention au prix aussi. Si j'avais les moyens de consommer que bio,
Et ben moi, je vais consommer que bio. Hein. Choquée. C'est pas toi, tu m'envoies des 22 heures pour aller t'acheter des sauces KFC. Non, mais ça c'est exceptionnellement quand j'ai pas envie de préparer. On peut être informé, mais nous, qu'est-ce que nous on peut faire pour freiner tout ça? Nous, on peut rien faire. On pourrait, je sais pas, participer par exemple à une AMAP. Il y a que samedi qu'on peut passer des moments comme ça. Les jours de la semaine, franchement, c'est la course. C'est la course.